Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au deuxième webinaire Day Trading. On est très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Vous êtes plus de 1000 personnes à avoir suscité votre intérêt pour l'événement. Ça nous fait plaisir, c'est encourageant, c'est le fun. Donc, on vous a préparé une belle présentation, pardon. J'espère que ça va vous plaire. En tant que tel, pourquoi est-ce qu'on fait un webinaire ce soir? C'est quoi l'objectif derrière ça? Euh, Ici, ce qu'on essaie de faire, c'est de conscientiser les gens à développer des saines habitudes financières, particulièrement le plus tôt possible, donc dès l'adolescence. Anthony, tu peux changer de diapositive. Avant d'aller plus loin, je dois vous mentionner qu'il ne s'agit pas de conseils financiers ici. La négociation de tout produit financier comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Donc, c'est vraiment un webinaire qui se veut à but éducatif. C'est du contenu éducatif et non des conseils financiers, encore une fois. Donc, ce soir, personnellement, je joue le rôle de modérateur. Je m'appelle Laurent. Ça fait au-dessus d'1 an que j'ai la chance d'avoir rejoint l'équipe des trading et que je travaille avec François, qui est à la fois mon mentor et mon ami. François, ça fait au-dessus de 28 ans qu'il est trader. Il a commencé en 1994 à la Bourse de Montréal. Puis, il a décidé de fonder en 2018 le groupe Day Trading. Le but, c'était de pouvoir échanger avec d'autres investisseurs et de partager son expérience, essentiellement d'aider les autres. Alors, tout au long de la séance, je vais vous inviter à écrire dans le chat. On va avoir une belle FAQ à la fin. Donc, on va prendre les questions les plus récurrentes, puis on va essayer d'y répondre du mieux possible. Alors, je vous souhaite un beau webinaire, puis la parole est à vous, messieurs. Bon, je vais prendre la parole. Je vois dans le chat, on va régler ça tout de suite. Le son pour certaines personnes est bon, pour d'autres, le son n'est pas bon. Donc, de notre côté, l'audio, tout est parfait. On a de la bonne équipement. Peut-être juste vérifier vos sorties périphériques, peut-être jouer avec ça ou monter le volume manuellement. Mais je vous conviens que le son est assez bon pour la majorité du monde. Donc, s'il y a des problèmes, ça vient de votre côté. On voit souvent ce problème-là dans le Discord avec nos membres durant le jour. Donc, c'est souvent une petite niaiserie qu'il faut corriger de votre côté. Donc, c'est ça, le deuxième webinaire qu'on fait. Et puis, je suis bien content que vous soyez là. La dernière fois, on était environ 300. On est déjà rendu à 300 après quelques minutes. Donc, je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup de familles aussi qui nous écoutent. Merci d'être là. Je ne sais pas c'est qui vos plus jeunes qui sont avec nous, mais j'ai entendu dire des 14-15 ans. Donc, ça va leur toucher. Ça va être pour vous aussi, les adultes, les parents. Puis même pour les plus vieux qui ont beaucoup plus d'expérience. Ah, Patrick G, un 11 ans, on aime ça. Donc, c'est ça. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis négociateur indépendant, un peu comme Laurent a dit, depuis 1994. Je transige à mon compte, mais le but ultime du webinaire, ce n'est pas une infopub. On ne va pas parler trading. C'est vraiment l'idée de ça. Ça fait quand même longtemps qu'on en parle. Ça fait plusieurs mois. Il y a une bonne centaine d'heures de travail, Laurent et Anthony, sur ce webinaire-là. C'est surtout, pour faire une analogie, ce webinaire-là, pour les plus vieux, on avait des cours d'économie quand on était jeune. Et puis moi, ça m'avait marqué. On avait été visiter la bourse et puis on parlait de finances. Et puis, j'aimerais ça que le webinaire que vous allez avoir aujourd'hui avec vos enfants, avec votre famille, ça les marque un peu comme ça m'a marqué dans mon cours d'économie en secondaire 5. Il faut, partir du bon côté. Et puis, avec ce webinaire-là, on va vous donner tous les outils nécessaires pour partir, je crois, du bon côté. On va donner des trucs aux plus jeunes avec des exemples concrets qu'eux, on va leur parler dans leur langage pour qu'ils comprennent. Et puis, pour les adultes, on va vous donner des trucs, comment mieux diriger vos jeunes, puis peut-être vous donner quelques trucs pour partir du bon pied, puis un peu comme le titre du webinaire était accrocheur, comment devenir millionnaire. Si vous suivez ce n'est pas des conseils financiers qu'on vous dit, mais si vous suivez la méthode que je vais vous montrer, je ne veux pas nécessairement dire une méthode de trading parce que ce n'est pas du trading, mais comment bien débuter dans la vie. Je ne lance pas souvent de garantie, mais je peux quasiment vous le garantir, là, entre 40 et 50 ans, les jeunes qui nous écoutent, je vous garantis
à 99 qu'il y a des bonnes chances que vous soyez millionnaire. Donc, on peut finir les présentations. Donc, bon webinaire. Et puis, on va débuter parce que là, on a quand même environ une trentaine de pages à vous présenter. La séance est, est enregistrée et puis on veut passer 3-4 minutes par séance. Et puis, il va y avoir des interventions de ma part et de Laurent et Anthony aussi. Et puis, il y aura une séance de questions à la fin. Il va y avoir beaucoup de questions. Donc, j'imagine qu'il y a déjà 10 000 questions, mais on va essayer d'y répondre au fur et à mesure que les slides de la présentation avancent. Et puis, en fin de webinaire, j'imagine qu'il va en rester beaucoup moins. Donc, allez, on peut débuter. Donc, c'est qui est en charge, Laurent, Moi. Anthony, de... Yes. Donc, Yes. j'embarque. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Anthony. Pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, je fais partie de l'équipe de François de Day Trading depuis 2 ans maintenant. Donc, la chance d'apprendre de François au niveau de l'investissement, au niveau du trading. Puis comme messieurs ont mentionné, aujourd'hui, c'est essentiellement sur l'investissement à long terme. On ne parlera pas de trading, pas d'immobilier, pas de formule, de recettes magiques, rien, mais beaucoup de concret par rapport à l'investissement en bourse qui, justement, peut vous amener à devenir millionnaire là, au bout de 30, 40, 50 ans, dépendamment comment on investit. On va vous partager tout ça au courant de la présentation d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, gênez-vous pas à les écrire. On va essayer d'y répondre peut-être un petit peu au fur et à mesure et aussi à la fin, à la période de questions. Puis, je vais commencer tout d'abord par vous poser une question. Je vais vous inviter aussi à y réfléchir si vous êtes en famille, à y réfléchir ensemble. Puis, si vous êtes seul, à nous répondre aussi dans le chat. Donc, quel est votre objectif financier? Donc, que ce soit à court terme, à moyen terme, à long terme, est-ce que c'est de vous acheter une maison dans 5 ans? Est-ce que ça serait de vous payer un voyage l'année prochaine? Est-ce que c'est d'assurer votre liberté financière dans 30 ans? Donc, l'objectif financier, c'est ça aussi la base, l'important qu'il faut que vous réfléchissiez pour être en mesure, après ça, de poser les bonnes actions en vue d'atteindre cet objectif-là. Que générer de la richesse, Lamborghini, pouvoir travailler 3 ou 4 jours seulement, liberté financière, voyager, c'est les enfants du bon pied. Effectivement, c'est ça. Fait qu'autant pour les jeunes qui sont avec nous, qui débutent, que vous êtes au bon moment pour écouter ce webinaire-là, pour commencer justement à faire les bonnes choses du bon pied à un jeune âge, mais autant aussi ceux qui sont plus vieux, je peux dire, là, trentaine, quarantaine, même cinquantaine, il est encore le temps de prendre soin de vos finances, de vos investissements, parce que l'âge moyen, on vit jusqu'à 90 ans, donc vous avez encore le temps de mettre de l'argent de côté, d'investir ça en bourse, puis de générer des rendements intéressants. Puis c'est de ça aussi qu'on va parler au courant de la présentation un peu plus tard. Donc, super. Puis, je vous invite à refaire cet exercice-là, ce devoir-là, même après la présentation. Plus tard, vous prenez du temps pour vous, puis vous prenez le temps d'y réfléchir. À court terme, à moyen terme et à long terme, quels sont vos objectifs? Quelles sont les actions que vous allez poser pour y arriver? Donc, des actions qu'on va aussi essayer de vous aider, vous donner des pistes à travers la présentation d'aujourd'hui. Donc, au départ, on a parlé des objectifs. Il faut se mettre en contexte. Est-ce qu'on veut avoir une gratification immédiate ou améliorer son avenir financier? Puis, qu'est-ce que je veux dire par ça? La gratification immédiate, c'est un petit peu dans le sens de, bon, on commence tous à travailler 14, 15, 16 ans, 18 ans. On travaille au cours de notre vie pendant 30, 40, 50 ans pour accumuler de l'argent, donc pour payer notre maison, nos dépenses, notre nourriture, nos voyages, tout ce qu'on veut avoir. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que l'argent qu'on accumule, l'argent qu'on reçoit de notre paye, bien, elle sort immédiatement à chaque 2 semaines, à chaque mois pour payer toutes les dépenses de la vie courante, comme par exemple la nourriture, la maison, l'éducation, les trucs comme ça. Mais rarement sont ceux qui sont disciplinés pour en mettre de côté pour justement s'assurer un bel avenir financier ou encore une retraite qui est plus confortable. Donc là, c'est un chemin qu'il faut choisir maintenant. Donc, comme je disais tantôt, peu importe que vous ayez 15 ans ou que vous ayez 40 ans, il n'est pas trop tard pour justement changer de direction puis aller vers la direction de ce que vous souhaitez, si c'est améliorer votre avenir financier ou si vous préférez justement la gratification immédiate, donc de dépenser paye par paye votre argent sans avoir conscience de
tout l'impact positif que d'en mettre un petit peu de côté à chaque paye peut vous amener sur le long terme. Là, j'aimerais ça savoir que vous mentionnez en commentaire. J'espère que vous êtes tous ici pour la même réponse que je m'attends, mais si vous êtes ici pour la gratification immédiate dans la vie, écrivez 1 en commentaire. Puis si c'est pour améliorer votre avenir financier, j'aimerais ça que vous écriviez le 2 en commentaire. Oui, mais là, Anthony, c'est une question piège, ça. Si je vois, tu sais que tu ne veux pas voir de 1. Mais des 1, ça existe. Anthony va vous donner un exemple tantôt. Et puis, c'est normal, le 1, pour ceux. On ne parle pas de trading, mais vu que c'est mon métier, il faut que j'en parle un peu. Gratification instantanée. Quand on fait du trading, quand on fait du day trading, souvent, c'est la gratification instantanée qu'on veut, immédiate. Quand on achète une action, on veut que ça monte tout de suite. Puis on veut faire de l'argent tout de suite. Donc, gratification instantanée, ce n'est pas mauvais. Ça fait partie du processus. On passe tout par là. Et puis, Anthony va peut-être pouvoir vous l'expliquer là, avec un exemple. On a tous passé par là, c'est normal. Oui, exactement, c'est ça. Puis, c'est pas le fait d'éliminer complètement la gratification immédiate. Je pense que, évidemment, on a tous l'envie puis l'intérêt de se récompenser ou parfois de profiter justement de l'argent qu'on gagne durement à travailler. Mais je pense qu'il y a une belle façon de faire une saine gestion de nos finances pour à la fois réaliser aussi des projets pour le futur, pour notre liberté financière ou pour notre retraite, en choisissant justement le chemin de droite, donc le 2. Si vous êtes complètement fermé à l'idée de mettre de l'argent de côté, puis que votre objectif, c'est littéralement de juste dépenser vos payes à chaque 2 semaines, bien, peut-être, je dis ça en blague, mais peut-être même de quitter puis de fermer la présentation parce que ça ne vous rejoindra pas, parce qu'on va parler de manière de gérer vos finances afin d'économiser, afin d'investir en bourse puis de générer un rendement qui va vous amener 1 million de dollars et même plus selon le montant que vous mettez de côté. Donc, à travers les réponses, j'ai pu voir que c'était majoritairement le chemin numéro 2 à droite, améliorer son avenir financier. Donc, je suis bien content d'entendre ça. Puis, vous pouvez voir juste à droite de la gratification immédiate une petite image de guimauve. Ça, c'est une étude qui a été réalisée dans les années 1970 avec des enfants d'environ 5 ans. Puis, on leur expliquait justement qu'ils pouvaient manger une guimauve maintenant ou attendre un certain moment que la personne revienne quelques minutes plus tard, puis leur donne une deuxième guimauve. Donc, un petit peu comme on va parler aujourd'hui avec la présentation sur le fait d'être patient avec nos investissements, que ça peut rapporter sur le long terme. C'était un petit peu l'objectif de cette étude-là au niveau de la guimauve, l'enfant puis souvent les enfants patientaient pour avoir justement une autre guimauve un peu plus tard. Puis, avec les résultats de cette étude-là, cet test-là, ils se sont rendus compte que les enfants qui avaient un meilleur contrôle d'eux-mêmes à attendre pour avoir une deuxième guimauve avaient des meilleurs résultats dans le futur, donc au niveau de leur test d'aptitude, le test SAT, au niveau aussi de leur santé physique, puis justement de leurs émotions. Donc, ils se sont rendus compte de ces points positifs-là. Donc, c'est le fait aussi que ça démontre qu'en étant patient et discipliné, puis en attendant les années passées avec l'argent qui va être mis de côté, vous allez pouvoir avoir aussi des bons rendements. Donc, après cela, on parle un petit peu de l'endettement. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet au niveau de l'investissement, au niveau de l'intérêt composé, au niveau de la bourse en soi, on va parler avant ça des revenus et des dépenses. Parce que pour être en mesure d'investir en bourse, il faut avoir de l'argent de côté. Donc, il faut être en mesure de placer de l'argent dans notre compte, dans notre plateforme, pour pouvoir l'investir. Sauf que si on a des dettes, si on n'a pas une bonne gestion de nos finances, ça va être beaucoup plus difficile de faire ça. Puis présentement, le taux d'endettement est assez élevé, en fait, au Canada. Pour chaque dollar de revenu disponible, les ménages québécois ils ont 1,82 $ de dette. Donc, si par exemple, ils possèdent 100 000 ils ont 182 000 de dette. On va revenir un petit peu plus tard au niveau de la dette, parler de si c'est positif, négatif, donc ça dépend de quoi, mais c'est généralement quand même un frein à l'investissement parce que souvent, si on a de la dette, par exemple sur les cartes de crédit, le taux d'intérêt va être très élevé, puis ça va nous coûter plus cher au final
au niveau de notre carte de crédit que d'investir l'argent. Il faut faire bien attention à ça au niveau de la gestion de nos finances avant de penser à investir. Puis un élément que vous pouvez faire, c'est de regarder justement vos comptes chaque mois au niveau de votre carte de crédit, puis de votre compte bancaire pour voir justement au niveau de vos revenus et vos dépenses, vos entrées et vos sorties d'argent. On va revenir un petit peu plus tard. Anthony, juste une petite intervention. Pas besoin de revenir à l'autre slide, mais un peu avec cette slide-là aussi. Moi, quand mes enfants étaient plus jeunes, c'est beau tout ce qu'on explique là, mais il faut qu'ils comprennent aussi la valeur de l'argent. Il faut qu'ils comprennent c'est quoi. Quand tu parlais de gratification instantanée tantôt, un peu comme on explique là, c'est beau, c'est de la théorie, mais il faut qu'ils comprennent quand même la valeur, de l'endettement puis de l'argent. Mais bref, où je veux en venir, c'est que faites le test avec vos enfants. Mettez une pièce, mettez une pièce, un dollar, et puis mettez, on va dire, 50 sous en 5 cents. Vous allez voir vos jeunes, là, ils vont prendre la poignée de 5 cents parce qu'il y en a plus, mais ils ne comprennent pas que c'est juste 50 sous versus un dollar. Donc, c'est un bon test à faire. Puis après ça, c'est leur faire comprendre la valeur aussi de l'argent. Quand ils prennent 10 jetons de 5 sous, c'est seulement 50 sous versus on peut mieux prendre une pièce qui représente un dollar. Donc, je te laisse continuer, mais bref, moi, ça m'avait marqué ce petit test-là avec mes enfants, puis vous le ferez, ils vont tous se faire prendre d'après moi. Oui, effectivement, c'est un super bon exemple. Puis, je pense que c'est important en tant que parent, je veux dire, d'éduquer les jeunes sur l'argent, la valeur de l'argent, le fait d'économiser, de mettre de l'argent de côté, puis ce que ça peut apporter. Puis autant, comme je mentionnais, peu importe l'âge que vous avez, ça va justement vous aider à mieux comprendre la beauté que peut avoir de mettre quelques dollars de côté à chaque semaine ou à chaque mois. Les causes de l'endettement maintenant, il y a plusieurs éléments qui rentrent en considération quand on pense à l'endettement, mais il y a principalement la maison, l'habitation, où est-ce qu'on va vivre. Donc, c'est sûr que ça a un impact parce que ça représente une grosse partie des dépenses des ménages. Puis le coût de la vie, bien justement, le coût des maisons, des propriétés a considérablement augmenté. Je pense qu'on l'a tous beaucoup remarqué pendant la COVID, donc les 2 dernières années où est-ce que les prix des maisons ont énormément augmenté. On a fait une petite comparaison justement entre 1980 puis 2021 pour voir justement cette augmentation-là. Puis là, si on est en âge justement de déménager de la maison, où c'est bientôt, donc entre 15 et 25 ans, c'est à se demander, est-ce que je veux éventuellement m'acheter une maison ou vivre en appartement ou habiter seul ou avec des colocs. Donc, c'est toutes des situations qui peuvent faire en sorte que ça va coûter plus ou moins cher pour votre habitation. Puis, faites le test justement de calculer les différents coûts selon les situations où est-ce que vous prenez, par exemple, un appartement seul ou un appartement à 2. Puis vous allez voir au final l'argent que vous pourriez économiser selon les choix que vous faites entre une maison et un appartement. Puis cet argent-là que vous pouvez économiser pourrait être mis de côté justement pour l'investissement. Puis on va y revenir un petit peu tantôt. Donc, pour le coût de la maison, on voit que le revenu en 1980, c'était autour de 21 000 $. Puis le coût de la propriété était de 48 000 $. Donc, un petit peu plus que 2 fois le revenu. Puis tandis qu'en 2021, maintenant, revenu de 90 000 $ en moyenne pour un ménage, donc soit une personne qui habite seule ou un couple ensemble à la maison. Puis le coût de la propriété était plus de 400 000 $, donc plus de 4 fois le montant de revenu. Donc, on peut voir que c'est beaucoup plus élevé qu'il y a 40 ans. Donc, ce ratio-là aussi, ça nous permet de peut-être se remettre en question. Donc, si on est dans l'âge de déménager, que ce soit de se louer un appartement ou d'acheter une maison, ou même en fait, si on est dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, c'est d'évaluer un petit peu nos besoins. Donc, qu'est-ce qu'on a de besoin pour se loger? Parce que l'argent qu'on peut économiser, dépendant du choix qu'on fait, pourrait servir à être investi. Et il y a aussi après ça le train de vie. Donc maintenant, depuis, je dirais à peu près les 10 dernières années, les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'ampleur. Donc, on est pas mal tous ici, je crois, sur Facebook ou sur Instagram ou sur TikTok, différentes plateformes. Puis, ça fait en sorte qu'on voit beaucoup la vie des autres. Donc, les gens s'affichent beaucoup sur les réseaux en montrant que ce soit leur maison, leurs vacances, leurs voyages, voitures, plein d'événements qui composent leur vie. Puis souvent, on va peut-être avoir l'impression, pas l'impression, mais on va
se comparer un peu aux autres. Donc, voir un peu où est-ce qu'ils sont, puis ils ont l'air heureux parfois, puis on se dit que peut-être si nous aussi, on avait plus de ces biens matériels-là, ou peut-être que si on voyageait plus, ou si on avait une plus grosse maison ou une plus grosse voiture, bien, ça pourrait nous amener plus de bonheur ou de plaisir. Puis ça, c'est souvent à prendre en considération parce que ça peut être le cas, mais ça peut aussi juste être des dépenses inutiles qui ne vous amèneront pas grand-chose de plus. Donc, c'est bien important de penser à ça avant d'acheter une nouvelle voiture, une maison. Puis ça, c'est des gros exemples, mais ça peut être aussi juste des sorties au restaurant. Puis ce qui fait en sorte qu'au final, on va vivre au-dessus de nos moyens. On va dépenser plus que l'argent qu'on amasse par notre travail. Puis on va s'endetter. On a parlé de l'endettement il y a quelques minutes. Donc, justement, de faire attention à nos habitudes de consommation. Ça va nous permettre d'économiser, de diminuer nos dépenses, puis de mettre plus d'argent de côté. Il y a aussi l'accès au crédit. Donc, les cartes de crédit, quand on a 18 ans, on peut avoir une carte de crédit qui nous permet de dépenser de l'argent. Puis faut faire attention à ça parce que quand on achète avec une carte de crédit, bien, ce n'est pas de l'argent qu'on possède. Donc, au long terme, si on ne fait pas attention, on peut accumuler des dettes de cette façon-là. Et il y a aussi les faibles taux d'intérêt. Donc, pour ceux qui possèdent des maisons ou qui ont déménagé, le fait d'acheter une nouvelle maison et le taux hypothécaire peut faire varier le paiement de notre maison. Donc, c'est super important de prendre ça en considération quand on achète une maison parce que le paiement peut varier à la hausse ou à la baisse. Donc, c'est de l'argent de plus ou de moins qui est à la fin du mois dans notre compte de banque. Voulais-tu ajouter un mot par rapport à ça, François? Non, tout était beau de son côté. Parfait. Donc, les dépenses maintenant, par rapport à ça, donc plein de dépenses, comme je mentionnais tantôt, c'est de faire attention, de prendre le temps de regarder vos relevés bancaires mensuellement. Donc, on a mis des petits exemples ici faciles à calculer. Donc, le café, si on va par exemple au Starbucks, c'est même plus que 5 $ par jour, mais si on boit 2 cafés du Tim ou du McDo, ça va revenir à 5 $ par jour. Au bout de l'année, ça fait 1 800 $. De l'autre côté, le restaurant, qu'on mange, si on est seul par exemple, puis qu'on va dîner chaque jour au restaurant, bien, 20 $ à chaque jour, ça fait 100 $ au bout de la semaine, c'est 5 000 $ au bout de l'année. Donc, c'est des choses comme ça qui peuvent faire en sorte de s'accumuler rapidement à chaque jour, à chaque semaine. Puis, au bout de l'année, faire des gros montants. Un autre exemple aussi, la cigarette. Donc, si on fume ou si on boit de l'alcool à chaque semaine, 30 $ la cigarette, 60 $ que ce soit de la bière ou que ce soit du vin. Donc, sort le vendredi soir, le samedi soir, on fait un souper puis on achète de l'alcool aussi. Donc, c'est des dépenses qui s'additionnent rapidement. Puis là, toutes ces dépenses-là que je vous parle, ce n'est pas à éliminer nécessairement. C'est à prendre en compte que ça affecte le montant qui vous reste à la fin du mois que vous pouvez mettre de côté pour investir. Et c'est pour ça qu'on voulait commencer par parler de ça, parce que c'est super important d'arriver à gérer votre budget, vos dépenses, vos revenus, pour être en mesure après ça de générer du revenu supplémentaire grâce aux intérêts composés, grâce à vos placements à long terme. Il y a plein d'autres éléments à prendre en considération, par exemple votre cellulaire, donc changer d'iPhone à chaque année, changer de voiture également, les abonnements aussi, Netflix, Disney, Amazon Prime, etc. Donc, les jeux vidéo aussi. Donc, beaucoup d'abonnements qui peuvent s'additionner. C'est des 10, 20, 30, 100 $ à chaque mois qui peuvent sortir aussi pour ça. Donc, plein d'exemples à prendre compte quand vous faites votre budget. Donc, petit tableau ici pour vous montrer comment les Canadiens ont dépensé leur argent au cours de l'année 2019, ce qui se tient relativement similairement à chaque année. Donc, on peut voir que les 3 catégories les plus importantes, c'est le logement, le transport, l'alimentation. Je crois que pour la plupart des gens, c'est pas mal autour de ça. Mais vous pouvez justement faire le travail de voir vos revenus annuels ressemblent à quoi, vos dépenses aussi les catégoriser, puis voir à chaque année si, au bout de l'année, est-ce que mon logement compte pour 50 % de mes dépenses. Donc, est-ce que peut-être mon paiement de mon appartement ou de ma maison représente une trop grosse portion de mon revenu, de l'argent que je gagne. Donc, au final, ça fait en sorte qu'il ne me reste plus beaucoup d'argent pour toutes les autres catégories, donc pour le plaisir ou pour les meubles ou pour manger ou pour me déplacer. Donc, c'est important à regarder ça
toutes ces catégories-là de dépenses pour être en mesure à la fin de l'année de respecter un peu les différentes dépenses que vous devriez avoir ou non, selon votre budget. Après cela, augmenter ses revenus et diminuer ses dépenses. Donc, c'est les deux façons qui vont vous aider au niveau de votre gestion budgétaire, au niveau de mettre de l'argent de côté. Donc, on a beaucoup parlé des dépenses, mais un point super important, c'est de se payer en premier. Donc, pour ceux qui travaillent présentement, qui reçoivent un chèque de paye à toutes les 2 semaines, qu'est-ce qui se passe quand vous recevez votre montant? Est-ce que c'est le même montant que le salaire horaire ou le salaire annuel qui vous a été donné par votre employeur? Non, parce que le gouvernement prend de l'argent là-dessus. Donc, le gouvernement se paye en premier avant de vous redonner votre argent. Ce n'est pas une question de parler de si c'est bon ou pas, ou si c'est assez ou pas. C'est le fait que le gouvernement est assez intelligent pour se payer en premier. Donc, vous devriez faire la même chose, vous aussi, en vous payant en premier. Donc, dès que vous recevez votre argent dans votre compte, votre paye, s'il y a par exemple 500 $ qui rentrent, bien, d'en mettre 50 $ de côté à chaque 2 semaines. Un 50 $, 10 % par exemple de votre revenu de côté, va faire en sorte que là, il vous reste juste un 450 $ pour le reste de vos dépenses. Donc, vous n'avez pas le choix de faire en sorte que vous y arriviez avec ce montant-là. Mais si vous laissez votre 500 $, donc si vous ne payez pas en premier, puis là, vous payez votre gaz, vous payez votre voiture, vous payez votre maison, vous payez toutes les dépenses, le restaurant, le vin, toutes les dépenses autres, bien, il ne vous en restera plus le 50 $ à la fin du 2 semaines ou à la fin du mois. Donc, c'est pour ça que c'est un élément important de se payer en premier, puis que je mets beaucoup d'emphase là-dessus, qui va faire en sorte que vous allez être en mesure de mettre cet argent-là de côté pour l'investir. Là, je ne vous passerai pas tous les éléments. Je vais vous laisser les regarder. Peut-être que vous les avez déjà regardés, mais de les lire, mais beaucoup d'éléments que vous pouvez appliquer pour vous aider au niveau de vos dépenses puis de vos revenus. Puis, le numéro 1 que je vais accorder de l'importance pour les revenus, investir à la bourse. Donc, ce sur quoi on va se pencher au cours du restant de la présentation. Donc, investir à la bourse votre argent pour le long terme, puis comment ça peut générer des beaux rendements sans que vous ayez à faire beaucoup de travail, beaucoup de recherche à chaque semaine. Donc, c'est quelque chose qui se fait sans trop d'investissement de temps. C'est qu'il faut seulement être discipliné. Donc, les besoins financiers maintenant, un petit peu en lien avec les besoins humains. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont se rappeler à l'école de la pyramide de Maslow. Donc, on voit ça au secondaire. Puis, c'est la pyramide des besoins humains. Puis, à la base, la première étape, c'est justement un peu de la même chose ici, de survivre. Donc, c'est les besoins de base. Donc, se nourrir, se loger, se vêtir. Puis, au niveau de la finance, c'est un petit peu la même chose, c'est de survivre. Donc, d'avoir assez d'argent pour être en mesure de s'habiter, de se nourrir, puis de se vêtir. Donc, les besoins vraiment de base. Puis après ça, on monte dans la pyramide, donc de payer ses dettes, d'apprendre à mettre de l'argent de côté pour avoir un fonds d'urgence, apprendre à investir, optimiser nos finances, puis finalement, bien, atteindre la liberté financière, donc avoir un revenu suffisant, que ce soit pour diminuer nos heures de travail ou prendre une retraite active. Par contre, ce qu'on voit souvent, c'est que les gens commencent à travailler sur le haut de la pyramide avant de maîtriser les 2 premiers niveaux, donc payer ses dettes. Ce qu'on va reparler un petit peu tantôt, mais de faire attention aux dettes qu'on accumule, que ce soit au niveau des études, que ce soit au niveau de plus tard dans la vie, au courant de notre hypothèque, nos cartes de crédit, qui peut nous mettre un frein à nos investissements et à ce qu'on peut générer comme rendement futur. Maintenant, au niveau du coût de la vie. Donc, c'est un phénomène qu'on entend souvent parler et qui a été fort pendant la COVID. Donc, l'inflation, l'augmentation du coût de la vie, du coût des biens et des services. Donc, par exemple, il y a 2 façons d'imaginer ça. Donc, en bas à gauche, au niveau du hamburger. Donc, si par exemple, on a un hamburger qui était à 4,99 $, mais c'était un méchant gros burger. Puis là, maintenant, aujourd'hui, bien, c'est un tout petit burger, mais pour le même prix. Ça peut aussi, vous allez peut-être mieux comprendre aussi avec un autre exemple, comme par exemple les boîtes de biscuits à l'épicerie. Donc, les biscuits Oreo. Si on se rappelle, là, 10-15 ans, les boîtes d'Oreo étaient beaucoup plus grosses. Là. Il y avait plus d'Oreo dans la boîte, probablement plus aussi de crémage dedans. Et là, maintenant, rendu en 2023, c'est encore le même prix, mais
il y a pas mal moins de biscuits Oreo dans la boîte. Ça fait en sorte qu'au final, on paye plus cher pour notre boîte de Oreo. Puis de l'autre côté, le deuxième exemple de l'inflation, c'est la même quantité, mais on paye plus cher. Donc, quand on va, par exemple, s'acheter un café au McDo ou au Tim, bien, le café, il y a 20-30 ans, c'était peut-être justement à 25 sous. Puis là, avec les années, il a augmenté. 45 sous, 75 sous, 1 $, ainsi de suite. On peut le voir à chaque année, souvent, le café il augmente de 5 sous ou de 10 sous. Donc, 1,19, 1,29, 1,39. Donc, ça, c'est le phénomène de l'inflation. C'est que pour le même item, le même produit, on paye un petit peu plus cher à chaque fois, à chaque année. Cette intervention de ma part, je trouve qu'Anthony est allé pas mal soft sur les exemples de café. S'il y a des étudiants qui nous écoutent, de ce temps-ci, la mode, j'en prends pas, puis je sais pas ce que je vais dire, mais le chai, lait, café, extra crème avec la sauce, la sauce Merlin Pimpin d'Halloween. Ceux qui savaient de quoi je parle, les fameux cafés Starbucks à 9 $. Donc, je connais des jeunes qui vont chercher un café par jour. Là. Fait que quand ils parlent du café à 1,59 $, c'est pas cher. Ça, c'est peut-être le prix du café au McDonald's. Mais s'il y a des jeunes qui nous écoutent, ou même les plus vieux, le café Starbucks à 9 $, si on parle de couper, là, si vous en prenez un par semaine, on parle de quasiment déjà 500 $ par année. Là. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de prendre du café, mais des fois, peut-être faire des choix un peu plus intelligents. Donc, on referme la parenthèse, je te laisse continuer. Mais moi, c'est parce que ça m'a beaucoup marqué. Je ne prends pas de café, puis j'en reviens pas. Je gagne bien ma vie, puis il me semble me payer un café par jour à 10 $, il me semble que je trouverais ça cher. Fait que le monde, on va dire, de la classe moyenne ou normale, là, je ne sais pas comment le monde font. Donc, peut-être avoir un petit talk avec vos étudiants, là. Vos étudiants, oui, ou vos élèves ou vos enfants qui veulent se taper le Starbucks à 10 $. En langage trading, on dit on size down. On y va par la base. C'est une belle façon d'économiser. Je te laisse la parole, Anthony. Oui, c'est super pertinent parce que c'est vrai que justement, est-ce que le café que je prends au Starbucks on va dire 10 $ pour faire un chiffron, mais est-ce que ça vaut ça? Puis c'est aussi le fait que le 10 $ de maintenant, investi pendant plusieurs années, va valoir 20, 30, 40, 50 $, peut-être même plus. Donc là, c'est sûr qu'on ne va pas se mettre à penser tout le temps en termes de dépenser, puis qu'est-ce que je vais perdre comme investissement futur, mais c'est de justement se conscientiser, comme François a mentionné, sur peut-être que café Starbucks à 10 $, à tous les jours, c'est peut-être une dépense qui est non nécessaire. Peut-être que je pourrais prendre un café un peu moins fancy, un peu moins sophistiqué, qui va me coûter un peu moins cher, mais qui va me permettre de grandement améliorer mon avenir financier. Donc, l'impact de l'inflation maintenant, qu'est-ce que ça fait sur le portefeuille, sur l'argent? On va voir d'un côté comment votre valeur se déprécie avec le temps, puis de l'autre côté, quand on l'investit après ça, ce que ça peut générer comme rendement. Donc, la différence entre les deux. L'inflation, donc la hausse du coût de la vie, est d'environ 2 à 3 % par année. Donc, présentement, c'est un petit peu plus élevé, donc ça tourne autour de 5, 6, ça a même été jusqu'à 7 % pendant les derniers mois. Mais généralement, au cours des années, on fait une moyenne 3 % à peu près. Donc, on voit ici un exemple du 10 000 $. Donc, si par exemple, on a 10 000 $ qu'on garde dans un coffre-fort à la maison pendant des années, qu'est-ce qui va se passer avec notre 10 000 $? En soi, c'est encore 10 000 $. Donc, si on le ressort après 40 ans de notre coffre-fort, on a encore 10 000 $ papier qu'on peut aller au magasin avec puis le dépenser. Par contre, quand je mentionnais que le prix des cafés augmentait avec les années, c'est la même chose avec tous les biens et services. Donc, si par exemple, on peut s'acheter 10 PlayStation 5 avec 10 000 $, donc on va au magasin avec les taxes, les jeux, on a 1 000 $ par PlayStation, donc on peut s'en acheter 10 avec notre 10 000. Mais là, par contre, avec les années, on peut voir que dans la colonne de droite, notre 10 000 $, la valeur a déprécié avec les années. Puis après 40 ans, notre 10 000, il vaut juste 3 000.
Donc, si dans 40 ans, en 2063, tu retournes au magasin puis tu voudrais t'acheter la console PlayStation qui est là, la PlayStation 5, bien, tu pourrais juste en acheter 3 maintenant au lieu de 10. Donc, ton argent ne vaut plus autant qu'elle valait. C'est pour ça que c'est important, de un, d'en économiser pour le futur, mais de deux, de l'investir et pas de la laisser dans le compte de banque à rien faire. Donc, si on veut s'acheter plus de PlayStation dans le futur, puis de jeux vidéo, il faut investir notre argent en bourse puis pas la laisser là, dans notre compte. Donc, la solution, évidemment, je pense que vous en doutiez, parle d'investir son argent en bourse. Donc, c'est une façon de faire fructifier notre argent, mais aussi de battre l'inflation, comme je vous ai parlé depuis les dernières minutes. Comment on fait ça? Dans quoi on investit? On va en parler à l'instant. Il faut investir dans des fonds négociés en bourse qu'on appelle. Donc, il y a des compagnies qui sont cotées en bourse. Donc, par exemple, on vous a mis des images dans le bas, McDonald's, Apple, Coca-Cola, Amazon, Walmart. Donc, c'est des compagnies que vous pouvez acheter des actions. Donc, acheter une petite partie de la compagnie. On peut investir pour être un mini propriétaire dans Apple. Donc, généralement, on va choisir des compagnies qui sont intéressantes pour le long terme. Donc, on se dit dans 10, 20, 30, 40 ans, Apple devrait être encore là. Mais par contre, ça peut être un peu plus difficile. Ça demande plus de travail parce qu'il faut réfléchir et il faut analyser un petit peu les compagnies. Il faut se mettre justement à y réfléchir, à savoir est-ce que Walmart va être encore là dans 40 ans. On n'a aucune certitude de s'assurer de ça. Donc, c'est possible qu'en 40 ans, ça soit Costco, puis Walmart n'est plus là, puis qu'on perde justement cet argent-là parce que Walmart pourrait avoir fait faillite. Donc, c'est plus difficile de choisir des compagnies spécifiques parce que, justement, il y a plein d'éléments qu'on ne contrôle pas dans les années futures. Donc, l'option qui est la plus simple, la plus facile, c'est d'y aller avec un FNB. Je vais te laisser embarquer, François. Oui, je voulais juste faire une petite intervention. Tu nommes on va se mettre au goût du jour. J'imagine que vous avez entendu parler beaucoup de ChatGPT, un outil quand même efficace, intelligence artificielle. Ceux qui veulent investir là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent, là, on le voit sur Internet. Mettons, est-ce que je peux acheter ChatGPT? Est-ce que je peux acheter, comment que je fais pour investir dans ChatGPT? Ceux qui s'intéressent à ChatGPT, on ne l'a pas mis dans notre panier, mais on aurait pu mettre Microsoft. Microsoft ont investi 10 milliards dans ChatGPT. Donc, ceux qui se demandent, mettons, qui veulent posséder par la bande ChatGPT et investir là-dedans, il y a beaucoup de fonds. Comme Anthony va en parler, là, il y a des fonds, des FNB d'intelligence artificielle, mais quelqu'un qui veut vraiment investir dans ChatGPT, c'est l'action Microsoft. Donc, on peut continuer, Anthony. Oui, donc un FNB, un fonds négocié en bourse, c'est un panier d'actions. Donc, comme vous pouvez voir en bas à droite, donc ça regroupe plusieurs compagnies. Donc, c'est plus facile, entre guillemets, d'investir là-dedans parce qu'on n'a pas à choisir individuellement les compagnies. Pour expliquer le FNB, qu'est-ce que ça représente aussi, on peut par exemple penser à quand on va au restaurant. Quand on va au restaurant et qu'on choisit une assiette qu'on veut manger. Par exemple, on prend de la pizza. Donc, la pizza pourrait représenter une compagnie en bourse. Mais de l'autre côté, on a aussi l'option d'aller au buffet des continents, puis on peut choisir tous les aliments qu'il y a à manger au buffet. Donc, qu'est-ce qui est plus intéressant, puis une façon un peu plus aussi sécuritaire, c'est d'y aller avec le buffet parce qu'on a l'option de manger un petit peu qu'est-ce qu'on veut. C'est un peu la même chose avec le FNB. On va avoir les différents aliments dans notre assiette qu'on va pouvoir réunir. Donc, on va pouvoir avoir un petit peu de tout. Donc, le FNB ici, c'est l'option qu'on vous propose, qu'on vous incite à faire vos devoirs, vos recherches pour aller avec ça. On va vous en reparler un petit peu plus. Donc, où est-ce qu'on peut trouver des FNB? Donc, ça va être sur les plateformes de courtage. Quand vous allez avoir mis votre argent sur votre plateforme, vous allez pouvoir acheter après ça des actions ou des fonds négociés en bourse. Donc, les trois qui sont super populaires au Canada, il y a Vanguard, il y a iShares, BlackRock dans le fond, puis il y a aussi les fonds BMO. On vous en a mis 3
qu'on vous partage parce qu'ils sont très populaires. Donc, souvent, on va en entendre parler beaucoup sur les groupes, dans des vidéos, dans les articles qui vont paraître dans les journaux. C'en est 3 qui apparaissent souvent, VOO, VFV, puis VGRO. Donc, ce sont des fonds de Vanguard. Puis, ces fonds-là ont des rendements dépendamment desquels, mais pour VOO, par exemple, qui représente le S&P 500, l'indice principal que je vais vous parler dans un instant, des rendements de 8 à 10 en moyenne par année. Donc ça battrait l'inflation. On va en reparler un petit peu plus tard. Mais des éléments à prendre en considération quand on choisit les FNB, je vous les mentionne en bas rapidement, mais la date de création, les frais de gestion aussi du FNB, la composition, les dividendes, l'indicateur de risque, le rendement antérieur, la valeur totale du fonds, puis aussi le marché, dépendamment si on investit sur les marchés canadiens ou américains. François, tu voulais rajouter un mot par rapport à ça? Non, peut-être tu as probablement oublié de baisser ta main. Mais pour les FNB aussi, que je l'ai mentionné, c'est que quand on investit par soi-même, donc l'élément de frais de gestion ici, donc les FNB, les fonds négociés en bourse, ils coûtent un petit montant à utiliser, à avoir dans notre portefeuille. Généralement, ça va se situer autour de 0,2 à 0,5 Donc, si on a investi, par exemple, 100 000 dans un ETF, dans un FNB, pardon, en français, ça va nous coûter 0,5 disons 500 sur le 100 000. Tandis que si on fait affaire avec un conseiller financier, au Québec, ça tourne autour généralement de 2 à 2,5 Donc, disons 2 sur un 100 000, ça va coûter 2 000 Donc, c'est ça qui est un aspect intéressant aussi de faire la gestion soi-même de son portefeuille et de ses investissements, c'est d'économiser au niveau des frais de gestion. Évidemment, si on n'a aucune connaissance ou aucun intérêt à faire ça, évidemment, l'option la plus sûre, c'est d'y aller avec un conseiller financier pour ne pas faire n'importe quoi. Mais si on est prêt à s'attarder un petit peu à ça, à prendre le temps de faire nos devoirs, à s'éduquer un petit peu, puis à trouver des FNB qui sont intéressants, qui donnent des rendements intéressants pour le futur, bien, on économise sur ces frais de gestion-là, qui, au bout du compte, ce n'est pas juste 2 par année, mais c'est toute l'accumulation des intérêts aussi que ça génère. Après cela, maintenant, je vous parle un petit peu du S&P 500. Pourquoi je vous parle de ça, c'est que le S&P 500, c'est l'indice boursier le plus connu en Amérique du Nord, puis le plus représentatif aussi des marchés boursiers, parce qu'il couvre environ 80 du marché américain. Donc, toutes les compagnies que vous voyez à l'écran, les Amazon, Coca-Cola, Starbucks, McDonald's, Pepsi, Google, c'est toutes des compagnies qui font partie du S&P 500. Puis tantôt, je vous parlais justement de la comparaison entre les titres de qualité, puis les FNB. Mais c'est exactement là, ici, ce qu'on veut démontrer, c'est qu'au lieu d'avoir à choisir des titres individuellement, bien là, on peut y aller avec l'indice S&P 500 qu'on investit dans le S&P 500. Donc, on va avoir les 500 plus grandes entreprises qui sont cotées sur les bourses aux États-Unis. Donc, c'est une façon beaucoup plus facile d'investir sans se casser la tête à choisir justement des titres. Puis la beauté de ça, c'est aussi que les 500 grandes sociétés, les 500 grandes entreprises, à chaque année, bien, il y en a des entreprises qui grossissent, puis il y en a justement qui vont moins bien. Donc, selon cette situation-là, des fois, il y a des entreprises qui sont remplacées dans l'indice S&P 500. Donc, on n'a même pas besoin nous-mêmes de faire les devoirs de changer de fonds ou de titre parce que ça se fait automatiquement. Donc, on possède tout le temps les 500 plus grandes entreprises dans notre portefeuille quand on investit dans le S&P 500. Là, maintenant, vous demandez peut-être aussi comment on fait ça? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir dans le S&P 500? Est-ce que sur le long terme, ça permet d'être profitable, ça permet de générer du rendement? Là, on va vous montrer un petit peu le graphique des marchés boursiers au cours des 60 dernières années. Donc ça commence depuis 1958 jusqu'à maintenant en 2022. Donc, on peut voir en bleu, c'est quand les marchés ont augmenté, donc les marchés ont monté. Donc, ça nous a permis de faire gagner de l'argent à nos investissements. Donc, si par exemple, on avait investi 100
bien, notre 100 il a monté pendant les périodes où c'était en bleu. Mais à l'inverse, notre 100 s'il était investi aussi pendant les périodes où c'était en jaune, bien là, il aurait diminué. Puis ça, c'est tout à fait normal parce que c'est l'incertitude des marchés boursiers. Donc, il n'y a aucune façon de s'assurer à 100% que les marchés vont augmenter sur une certaine période. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'être investi sur le long terme. C'est pour ça que la présentation traite là-dessus de comment devenir millionnaire grâce à l'investissement, mais ça se fait sur plusieurs années. Puis là, on peut voir que les périodes en bleu sont généralement plus longues, puis généralement aussi plus hautes que les périodes en jaune. Les périodes en jaune, où est-ce que les marchés vont baisser, ils sont plus courtes, ils sont très prononcés, mais ça revient rapidement dans le positif. Puis au final, à travers les années, on voit que le rendement cumulé, donc le gain qu'on va faire, est plus élevé que ce qu'on va perdre. Donc c'est pour ça que ça vaut la peine de rester investi à travers les années. Je vais vous l'imaginer dans une autre image après ça, vous allez encore mieux comprendre. Là, juste avant de changer d'image, on peut voir complètement à droite où est-ce que c'est mentionné, où est-ce que la petite flèche rouge, on voit que c'est l'année 2022, ça. Donc, c'est la dernière baisse des marchés l'année passée qu'il y a eu. Donc, pendant 6 mois, les marchés ont baissé de 23 %. Donc, vous pouvez voir chaque pourcentage des baisses puis des hausses des marchés. Mais si on fait la moyenne de tout ça, bien, ça s'avère positif sur le long terme. Donc, on voit juste ici la solution, le S&P 500. Ça, c'est le graphique du rendement des 27 dernières années, donc de 1995 à 2022, ce qui montre que les marchés boursiers ont augmenté à travers le temps. Donc, même à chaque fois qu'il se passe des récessions ou des moments dans l'économie où est-ce que ça ne va pas super bien, puis que les marchés chutent ou que l'inflation est plus élevée, mais on se rend compte qu'à travers le temps, les marchés ont toujours fini par reprendre cette perte-là, puis à augmenter encore plus pour atteindre des nouveaux sommets. Donc, le 100 que vous avez investi, parfois il va monter à 110, va descendre à 90 va remonter à 105, va redescendre à 70, mais à travers le temps, il finit toujours par monter un petit peu plus qu'il va descendre. Donc, ce qui fait en sorte que vous pouvez générer de l'argent avec ce que vous investissez en bourse. Petite intervention, Anthony, excuse-moi. On parle beaucoup du S&P 500 dans notre communauté. Pourquoi? Parce que ça regroupe, comme Anthony a mentionné, les 500 plus grosses compagnies aux États-Unis. Donc, ça représente beaucoup l'économie des États-Unis, mais on sait que quand les États-Unis toussent, souvent on attrape la grippe. Quand ça va bien aux États-Unis, généralement, ça va bien de notre côté aussi. Mais vous pouvez faire l'exercice, là, on prend le S&P 500, mais il y a l'indice du Canada, le TSX, pour savoir l'économie canadienne, comment ça va. Donc, vous pouvez faire le même exercice avec le TSX que ça peut donner. Mais bref, nous, pour la cause, vu qu'on a beaucoup d'années de data, on sait que le passé n'est pas garant du futur, mais des fois, il faut se baser sur quelque chose pour investir. Et puis, l'S&P 500, on trouvait que c'était c'est un beau produit donné en exemple parce que 60 ans, ça a traversé plusieurs crashs, ça a traversé plusieurs crises. Donc, ce n'est pas comme un produit que ça fait seulement 5 ans ou 10 ans qu'il est en marché. Des fois, on peut prendre des produits, ça fait seulement 10 ans, mais on s'entend que depuis les 10 dernières années, les marchés font juste monter. Donc, c'est pour ça que quand je donne des formations où je parle au monde, il faut essayer de choisir des produits que ça fait 10, 15, 20, quasiment 30, dans le fond, le plus possible. C'est facile d'en trouver que ça fait 20 ans. Donc, quand vous prenez un produit que ça fait au moins 20 ans, ça a traversé la plupart des crises, crashs et puis les périodes d'inflation. Donc, je voulais juste en faire part. Là. On prend le S&P 500, mais vous pouvez faire l'exercice là, sur n'importe quel indice de n'importe quel pays. Mais généralement, aux États-Unis, c'est eux autres qui performent le mieux. C'est pour toi. Tu peux y aller, Anthony. Super, ça. Puis, je reviens tantôt sur l'exemple du 10 000 Si vous vous souvenez, on avait 10 000 cachés en dessous de notre oreiller, cachés dans notre coffre-fort, je veux dire, puis nous permettait d'acheter 10 PlayStation, mais 40 ans plus tard, seulement 3 nouvelles PlayStation. Bien, on reprend ce 10 000 $-là, puis on regarde qu'est-ce qui s'était passé si on l'avait mis à la bourse à la place. Si on l'avait investi
pendant les années suivantes sans y toucher, puis en le laissant là. On se rend compte que entre 1995 et 2022, donc 27 ans, un rendement moyen de 1600 %. Donc, on peut voir, comme je mentionnais tantôt, que la bourse monte et descend, mais elle finit toujours par, dans le passé, elle finissait toujours par monter plus qu'elle descendait. Et ce 10 000 $-là serait rendu à 160 000 $, donc rendement de 1600 %. Et ça, juste en l'investissant dans le S&P 500, rien faire d'autre. Puis ça, souvent, c'est une des difficultés en bourse, c'est qu'avec les soubresauts quotidiens, donc le fait que la bourse, elle monte et elle descend à chaque jour, elle est affectée par ce qui se passe dans l'économie, ce qui se passe dans le monde, mais les gens, parfois, ont un peu peur, justement, des situations qui peuvent arriver. Comme présentement, il y en a qui se doutent s'il va y avoir une récession, si les marchés vont chuter davantage. Mais ça, on n'a aucune façon de le savoir avec certitude. Puis ce qui est démontré, c'est que c'est plus avantageux d'investir à un rythme, à un même rythme, donc par exemple mensuellement, en continu à travers le temps, peu importe que les marchés diminuent ou montent, et de justement laisser ça aller à travers le temps parce que les marchés ont une tendance à toujours augmenter. Donc, c'est comme si à chaque fois que vous mettiez un 100 $, bien, à travers les années, des fois, comme je disais tantôt, ça diminue un peu, vous en perdez un peu de votre 100 $, mais à travers le temps, il vous en revient toujours un petit peu plus. Puis là, on parle ici de 8 à 10 % en moyenne par année. Et la stratégie en soi que François applique depuis plusieurs années, il nous a enseigné, puis je le remercie grandement pour ça, c'est la stratégie d'achat périodique. Le fameux DCA qu'on dit en anglais, Dollar Cost Averaging. Donc, cette stratégie-là, comme je mentionne, d'acheter périodiquement chaque, disons, premier du mois, le fonds que vous avez, le fonds négocié en bourse, le FNB, donc à chaque premier du mois, d'y investir un petit peu de votre argent. Donc, le petit montant de votre paye que vous avez mis à chaque 2 semaines de côté, 50 $, si vous le mettez de côté, puis vous l'investissez à chaque mois, c'est ça au final qui va faire en sorte que vous allez générer de plus en plus de rendement. Et la différence avec l'achat périodique, qui est d'acheter par exemple une fois à chaque mois, versus acheter une fois par année, ça fait en sorte que généralement, ça va vous donner un meilleur rendement. Et pourquoi? C'est parce qu'on regarde ici l'exemple suivant, on a 8 000 $ à investir. Donc, si on a 8 000 $ à investir au début de l'année, en janvier, mais est-ce que c'est plus avantageux de l'investir une fois ou de l'investir à petite portion égale? C'est impossible avec certitude de dire si c'est mieux de le faire une fois ou à petite portion égale, mais généralement, ça va s'avérer plus avantageux de le faire en petite portion parce qu'on va profiter des hausses et des baisses du marché. Donc, si par exemple, on l'achète un 1 000 $ à chaque mois, donc on se ramasse à investir 8 fois 1 000 $, on va acheter à différents prix. Mais au final, si on fait le calcul moyen de tout ça, on va avoir acheté plus d'actions, donc plus d'actions du fonds négocié en bourse, du FNB, ce qui va nous donner un meilleur rendement. Donc, le rendement après 8 mois ici, on voit c'est de 4 %. Donc, c'est un exemple qui est purement pour vous le montrer, mais il y a plein de façons qui pourraient être imagées avec des actions ou avec des FNB pour le démontrer. Vas-y, François. Oui, là, Anthony donnait des exemples forts, mais investir 1 000 $ par mois, mais il y en a pour toutes les bourses. Le montant n'est pas super important. Qu'est-ce qui est important? C'est le processus. Et puis, on parlait où on va parler. Qu'est-ce qui est important? C'est la discipline, que ce soit dans n'importe quoi. Il y a beaucoup de monde qui s'entraînent, qui sont disciplinés. C'est des monsieur muscles. Il y a du monde qui font des régimes, ils perdent du poids. Pourquoi? Parce qu'ils sont disciplinés. La bourse ou investir, c'est la même chose. Il faut être discipliné. Et puis, cette semaine, j'avais une discussion avec Anthony. Il dit, Colin, François, je suis super content. Je réussis à transférer maintenant automatiquement dans mon compte CELI tant par mois ou par semaine, je crois. Donc, ça, c'est la première étape. Là, ça s'adresse surtout aux adultes qui nous écoutent. C'est possible de faire transférer une partie de
de votre compte. Exemple, si vous êtes, je sais que c'est avec Disnat, ils le font, toutes les autres le font, j'imagine, c'est Disnat le font, mais de votre compte courant dans votre compte Disnat, une partie. Donc, c'est une façon d'économiser, mais la deuxième partie, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est qu'à chaque mois, pour donner du pouce à l'exemple qu'Anthony fait, à chaque mois, il faut investir un montant. Donc, si vous dites, ben moi, je vais mettre 100 par mois, donc 1200 par année. Donc, à chaque mois, vous programmez un transfert automatique de 100 dans votre compte d'investissement. Et puis après ça, la deuxième étape, mettez-vous des alertes. Maintenant, les jeunes, on a nos iPhones, nos Android, on se met des alertes une fois par mois, un pop-up. Le premier, bon, mais il faut que je place 100%, faut que je place mon 100 dans le produit que vous désirez. Fait que, bref, ça prend 5 minutes. La programmation automatique, ça se fait automatique, mais vous, votre devoir, là, on demande 5 minutes de votre temps. Et puis le dollar cost averaging, Laurent a mis un lien là-dessus, vous irez lire. On l'entend souvent, là. Encore là, je parle aux adultes. C'est-tu un bon moment d'acheter? La bourse monte, la bourse descend. C'est quand le bon moment d'acheter? Il y a pas, quand on veut investir pour le long terme, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. C'est tout le temps là qu'il faut le faire. Mais pour se prémunir des grosses hausses ou des grosses baisses, des aléas du marché, on achète, si votre budget, exemple, est 100 par mois, au lieu de placer 1200 le 1er janvier ou comme là, quand c'est le temps des REER, allez-y 100 par mois. Comme ça, que les marchés montent de 20 descendent de 20 c'est pas grave, vous allez très bien dormir. Donc, je vous le dis, là c'est la portion adulte, le DCA, tatouez-le, vous imprimez-le, lisez là-dessus, je vous le dis, c'est la clé de la réussite. Puis surtout, on le sait, la bourse, c'est mon métier. C'est fait pour donner beaucoup d'émotions. Puis le DCA, là, je vous le dis, ça coupe peut-être à 50 de nos émotions qu'on va avoir. C'est beaucoup moins stressant investir un montant par mois ou même par semaine aussi. Hein. Par semaine, c'est encore mieux, ça prend un peu plus de discipline, mais bref, c'est beaucoup moins stressant d'investir 100 par mois que one shot 1200 Donc, je vous le dis, DCA, souvenez-vous de ça, puis lisez là-dessus, c'est super important. Je le dis pas assez, ça fait 4 ans, je le répète, puis les 4 prochaines années, je vais continuer, puis à un moment donné, ça va rentrer dans notre. On le sait, on la connaît, l'opération, il faut le faire, mais ça prend la discipline. Ça, la discipline, c'est votre département, mais avec votre conjointe, enfant, hey papa, as-tu fait ton DCA au début du mois? Puis essayez. En anglais, on dit teamwork. Fait que, on est toute une grande famille, famille de votre côté. On s'entraîne. Fait que je te laisse continuer, Anthony. Mais bref, pour résumer, discipline. C'est super important. Oui, exactement. C'est super pertinent ce que tu mentionnais. Là. Puis, à partir de l'âge de 18 ans, vous avez accès à votre CELI, REER. Vous pouvez ouvrir des comptes sur les différentes plateformes, investir dans des comptes. Donc, vous pouvez faire ce DCA-là, cet achat périodique-là, justement en ayant un transfert automatique de votre compte de banque à votre plateforme de courtage d'investissement pour ensuite faire votre achat à chaque mois ou à chaque 2 semaines, dépendamment de quand vous le faites. Mais comme François a mentionné, la discipline, c'est super important parce qu'il ne faut pas arriver pour investir, puis là, on se dit ah là, les marchés ont monté un peu, je vais attendre que ça baisse ou ah, ils ont descendu, non, je vais attendre que ça baisse encore plus avant d'acheter. Il faut vraiment être discipliné puis respecter le plan. C'est comme ça qu'au fil du temps, vous allez investir votre argent, vous allez générer le rendement, puis que vous allez pouvoir devenir millionnaire après 40 ans d'investissement. Puis on s'en vient justement à ces scénarios-là à vous montrer de comment vous pouvez y arriver. Donc, l'intérêt composé. Donc, le fait que vous générez du rendement sur l'argent que vous investissez en bourse, mais en plus sur l'intérêt cumulé de ce que vous avez ajouté. Là, c'est peut-être pas clair, je vais vous l'expliquer avec le tableau qu'on voit dans le bas. Donc, par exemple, si vous voulez investir 1 000 $ en bourse, donc vous avez travaillé fort à travers les semaines, vous avez mis 100 $ de côté à chaque 2 semaines, à chaque paye. Puis là, au bout de 10 payes, vous voulez investir cet argent-là en bourse, ce 1 000 $-là. Si, par exemple, vous obtenez un rendement de 3 %
sur le 1000 ça va vous donner 30 de gain. On peut appeler ainsi. Donc, au final, vous êtes rendu avec 1030 au bout d'une année. Donc, la deuxième année, vous reprenez votre 1000 mais vous reprenez aussi le 30 que vous avez gagné quand vous l'investissez. Donc, vous êtes maintenant rendu à investir 1030 Donc, vous allez générer de l'intérêt sur le 1000 puis sur le 30 c'est encore plus d'argent que vous allez gagner. Donc, vous êtes rendu avec 1030 et 90. 1060 pardon, et 90 parce qu'on ajoute le 30 initial plus le 30 et 90 que vous avez gagné. Vas-y, Laurent, tu voulais ajouter un mot? Oui, merci. J'imagine que tu y arrivais en fait, mais c'était par rapport au petit exemple avec la boule de neige. Je pense que c'est super pertinent si tu veux en glisser un mot là-dessus. Oui, merci, c'est gentil. Ça va t'aider plus tard, mais là, il était oublié. Fait que je ne sais pas si je l'avais oublié ou pas. C'est une belle analogie pour bien comprendre les intérêts composés. Oui, exactement. Pour bien comprendre, c'est ça, les intérêts composés. On peut penser à, justement, c'est l'hiver dehors. Donc, on joue dans la neige quand il y a une belle tempête puis de la neige folle. Puis, en fait, de la neige collante, je devrais dire, plutôt, pour que ça fasse une belle boule de neige. Mais l'intérêt composé, c'est un peu comme la boule de neige qu'on fait. Puis, plus qu'on roule la boule de neige, plus qu'elle grossit rapidement. Donc, souvent, au début, on commence notre petite boule, puis on essaie de la rouler dans la neige, puis ça ne grossit pas vite. Mais avec le temps, plus la boule a grossi, plus elle va grossir rapidement. Donc, c'est un peu le même principe avec les intérêts composés. C'est que plus on est patient dans le temps, plus on continue à investir, plus on va générer des rendements et de l'intérêt composé. C'est un peu l'exemple que je voulais vous démontrer avec l'intérêt composé. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer jeune, il faut commencer à 18 ans. Parce que plus on attend tard, moins on va générer de rendement, moins notre boule de neige va grossir rapidement. Et puis, on parle, là, il y avait une question, on va y répondre tantôt. C'est quoi l'âge minimum pour investir? Il y a quelqu'un qui a dit j'ai 16 ans, puis Anthony, il dit il faut commencer tôt, à 18 ans. Tantôt, on va vous donner un petit truc pour les jeunes qui veulent investir avec une façon assez payante en plus. Donc, il n'y a pas d'âge. Vous pouvez commencer à investir à 1 an si vous voulez. Je vais vous en parler tantôt. Exact. Des belles façons. On va y revenir juste après ces tableaux-là. L'intérêt composé, pour vous donner une petite idée de la courbe que vous pouvez voir dans le graphique, le rendement que vous pouvez faire. Donc, un petit exemple à gauche, si on investit le 100 par mois que François parlait tantôt, donc 1 200 au total par année, avec un placement initial de 5 000 Donc, disons qu'on n'a pas beaucoup dépensé durant notre adolescence ou quand on est jeune, puis on veut commencer à investir avec un bon montant. Donc, on place 5 000 puis on y ajoute 100 par mois après ça, avec un taux d'intérêt de 8 Donc, ce qui est le rendement moyen de la bourse, 8 à 10 comme on parlait tantôt. On y va un petit peu plus conservatif avec le 8 conservateur, pardon. Au total, après 40 ans, à investir 100 à chaque mois, on va se ramasser à avoir investi au total 53 000 Mais ces petits ajouts-là de 100 à chaque mois vont avoir généré des intérêts. Donc, la boule de neige va avoir grossi de plus en plus. Puis, au total, on va se ramasser avec 470 000 Donc, on est parti d'un montant investi à travers le temps de 53 000 au total. Mais dans notre compte, au final, on se retrouve à avoir 470 000 qu'on peut retirer. C'est de notre argent. Donc, c'est ça la beauté des intérêts composés, c'est qu'avec le temps, notre boule de neige grossit de plus en plus. On y va avec un autre exemple. Après ça, avec 500 par mois. Donc, quand on est un peu plus vieux, établi, 25-30 ans, on est capable de mettre un petit peu plus d'argent de nos payes de côté. Donc, si on y va avec 500 par mois, 6 000 par année, même taux d'intérêt, au bout de 40 ans, on se ramasse avec 245 000 investis. Donc, c'est sûr que vite comme ça, on se dit, aïe, c'est vraiment un gros montant, je n'ai pas 245 000 à mettre de côté. Mais ça, il faut penser que ça se fait sur 40 ans. Pendant 40 ans, votre salaire va augmenter aussi, vous allez bien gérer vos finances, votre argent. Donc, vous allez pouvoir mettre ce 500 de côté-là. Puis aussi le fait, comme je mentionnais tantôt, de se payer en premier, comme François a mentionné, de mettre un virement automatique de votre compte vers votre compte de courtage va faire en sorte que vous n'aurez pas le choix
d'avoir ce 500 $-là par mois. Mais le 245 000 investis se ramasse avec une valeur de 1,8 million après 40 ans. Donc là, vous pouvez voir différents scénarios. On va en partager d'autres après. Vous allez pouvoir voir plus en détail l'augmentation de la valeur à chaque année. Mais ça démontre comme quoi il y a quelque chose d'intéressant à faire à travers le temps quand on commence à investir tôt. Donc là, si on commence à 18 ans, pour les jeunes ici présents ce soir, 18 ans plus 40 ans, ça fait 58. Donc là, ça fait de la belle argent d'accumuler à 58 ans. Puis en plus de ça, bien, il y a aussi plein de scénarios possibles là, que vous allez pouvoir voir à travers le temps, mais dans 40 ans, votre situation va peut-être être différente, votre revenu aussi. Donc, dépendamment de tout ça, ça va peut-être changer si vous travaillez encore ou justement le fait que tout le monde mentionnait, bien, pas tout le monde, mais beaucoup de gens mentionnaient avoir comme objectif d'être libre financièrement. Ça, c'est un exemple de ce que vous pourriez faire. Donc, l'argent reste encore dans votre compte, elle génère encore des intérêts à chaque année, mais vous pouvez seulement en sortir une petite partie, puis vous pouvez vous permettre un peu plus justement de dépenses grâce à cet argent-là que vous avez généré avec vos intérêts. Donc là, attention, ça fait beaucoup de chiffres à l'écran. Vous pourrez les analyser plus en détail après la présentation. Donc, on ne l'a pas mentionné au début, mais à la fin, on va vous mentionner comment vous pouvez avoir accès à l'enregistrement, comment vous pouvez avoir accès aussi à le fichier de présentation. Donc, Laurent a fait un beau montage avec des liens qui sont ajoutés à chaque diapositive pour vous permettre d'avoir de la lecture supplémentaire, donc sur du contenu qui est en lien avec la présentation, pour faire en sorte que vous pouvez mieux comprendre comment bien investir. Là, on voit ici le tableau des rendements. Puis j'ai vu que François, tu voulais ajouter un petit mot. Oui, c'est ça. Juste pour compléter ce que tu dis, là, on ne veut pas vous étourdir avec des chiffres, mais on voulait vous donner les exemples année par année. C'est sûr qu'on aurait pu simplement vous dire un chiffre, on commence là puis ça finit là, mais il faut que vous voyez la progression. Et puis, les chiffres que vous voyez, c'est la présentation, c'est le truc le plus fun que j'ai aimé faire parce que je suis un gars de chiffres, c'est qu'est-ce que j'ai aimé le plus faire de la présentation. Et puis, parce que en anglais, on dit les guinea pigs, et mes cobayes, c'est mes enfants. Quand je leur ai montré ça, les yeux sont devenus gros comme des 30 sous, comme l'expression. Et puis, j'aimerais ça que ça fasse l'effet à vous aussi, puis à vos enfants. Mais bref, tout ça pour dire qu'on a mis des chiffres, on a mis des gros chiffres, on a mis des petits chiffres, on a mis des gros pourcentages, on a mis des petits pourcentages. Donc, il y en a pour tous les goûts. Et puis, Anthony va passer à travers. C'est pas, faites-vous-en pas, là, on ne va pas passer une demi-heure sur ces chiffres-là, mais tout simplement vous montrer la progression, puis un peu comme on dit, là, le titre du webinaire, comment devenir millionnaire, puis à quel âge, c'est avec ces deux prochaines présentations-là que Anthony va vous le démontrer. Oui, exactement. Donc, on va commencer avec le tableau de gauche. Donc, comme c'est mentionné dans le texte au milieu, donc ça, c'est en commençant à 18 ans à investir avec un rendement de 6 d'intérêt. Donc, on est allé très conservateur. Tantôt, je vous mentionnais que le rendement moyen, c'est 8 à 10 par année. Donc, si on investit un 100 va à la fin de l'année être 108, 110 en moyenne. Donc, toujours un petit peu plus. Là, on y va un peu plus conservateur. Donc, dépendamment justement des FNB que vous choisissez, il y en a qui peuvent offrir des meilleurs ou des moins bons rendements. Ça, il n'y a aucune certitude. Encore une fois, ça dépend des années. Ça dépend de plein d'éléments autres. Donc, à 6 de rendement, si on commence à investir les premières années, là, à 18, 19, 20 ans, on investit 600 par année. Donc, ça, c'est un 50 par mois. On parlait tantôt du café Starbucks à 10 $. Si par exemple, on en prend à chaque jour ou juste un par semaine, un café Starbucks par semaine, ça vous fait 40 par mois. Donc, il vous manque juste un 10 de plus à mettre de côté. Je pense que vous êtes capable de trouver une solution à ça, puis de mettre 50 de côté par mois qui se transfère automatiquement dans votre compte d'investissement. Donc, on commence avec un petit montant comme ça pour les premières années. Puis là, après ça, on augmente graduellement. Donc, de 21 ans à 25 ans, on augmente un peu, on double la mise, donc on met 100 de côté par mois. Donc, 1 200 au bout de l'année. Puis après ça, de 26 à 28 ans, on augmente à 300 par mois. Après ça, de 29 ans jusqu'à 49 ans, donc pendant les 20 années suivantes, on investit 500 par mois. Donc, on met 500 de notre paye
par mois de côté, donc 250 aux 2 semaines sur notre paye qui rentre directement dans notre compte et on l'envoie pour investir dans notre compte de courtage. Puis ces montants-là, au bout de 40 ans, vous allez avoir investi au total là, 200, je ne suis pas sûr de voir le montant, il est caché sur mon bureau, mais je crois que c'est 216 600. Bien, ce montant-là, au total, va vous permettre d'avoir accumulé plus de 1 million de dollars en investissement dans votre compte. Donc, vous pouvez voir le cumulatif à chaque année qui augmente de plus en plus. Comme je vous parlais tantôt, la boule de neige qui grossit de plus en plus. Puis au bout de 40 ans, on se ramasse à avoir investi 216 000, mais le rendement total est de 1 100 000 dans notre compte. Donc, on a tout ce montant-là qu'on peut retirer et profiter justement. Donc, c'est ça, le fait d'être millionnaire grâce à l'investissement en bourse et d'être aussi libre financièrement. Là, on prend le scénario de droite. Vous voyez, vous allez pouvoir voir la différence que ça fait d'avoir un rendement de 8 au lieu de 6 Si on regarde le cumulatif, au final, on se rend jusqu'à 2 millions de dollars générés. Et tout ça avec le même capital. Donc, on n'a pas changé les montants. C'est des 600 dollars au début, après ça 1200, 3600, donc les mêmes montants investis, mais avec un rendement de 2 plus élevé. On passe de 1,1 million à 2 millions. Ça, c'est aussi le 2 que je parlais tout à l'heure qui peut vous coûter quand vous avez un conseiller financier. Donc, c'est peut-être juste 2 donc un petit montant, un 2 000 peut-être sur 100 000, mais au bout des années, le cumulatif que ça génère, c'est beaucoup plus que seulement 2 000 par année. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en apprendre plus sur la gestion de vos finances puis de vos investissements pour être en mesure de le faire vous-même puis de générer ces rendements-là. Donc, on vous donne le plan d'action. Après ça, c'est à vous à l'appliquer puis à être discipliné. Juste un Ouais. petit commentaire. Revenir à l'autre slide, oui, c'est ça. Tu sais, moi, qu'est-ce que je trouve le plus réaliste là-dedans dans les scénarios que je crois que tout le monde peut se permettre? Le deuxième scénario, celui que vous voyez à l'image de droite présentement, là, on parle de 600 jusqu'à l'âge de 20 ans. On parle de 50 par mois. Là. On s'entend, là, les jeunes, 50 par mois, peu importe notre âge, là, quand on commence à travailler à 14, 15, 16 ans, là, on est capable. Après ça, ça augmente graduellement de 21 jusqu'à 25 ans, on parle de 100 par mois. Là. 100 par mois, les boys, là, je pense que tout le monde est capable. Après ça, c'est des plus gros chiffres, mais c'est quand on commence à travailler à 35, 40 ans, 45 ans, on parle de 6 000 par année. Là. 6 000 par année, à 15 ans, c'est beaucoup, mais à 45 ans, on est capable. Donc, si vous voyez ce scénario-là, là, on va avoir investi, puis on parle de 8 par année. 8 il y a beaucoup de produits qui rapportent ça. Là. Quand on parlait du S&P 500, ça rapporte entre 10 et 11 par année en moyenne là, depuis les 60 dernières années. Donc, le scénario numéro 2, là, je crois, on va y aller conservateur moyen, là, je ne veux pas dire agressif, puis je ne veux pas dire facile. On va dire entre facile et conservateur. Je pense que c'est un bon scénario. Que si vous voulez focuser sur un scénario, là, imprimez-vous ce graphique-là, puis essayez de mettre cet argent-là de côté. Ça va fonctionner. Donc, au bout de 18 ans, là, dans ce scénario-là, à 51 ans, vous allez être millionnaire, puis à 57 ans, vous allez être multimillionnaire. Ça, c'est plus qu'un. Donc, tu sais, à 57 ans, avoir 2 millions dans un compte, c'est beaucoup plus que la majorité du monde. C'est des gros chiffres, mais c'est réaliste, avec des chiffres que tout le monde peut, je crois, mettre de côté, puis c'est avec un rendement correct. On peut avoir mieux, ça peut être pire, mais en moyenne, 8 par année, on est capable d'avoir ça. Donc, si vous voulez focuser sur un scénario réaliste, là, avec le 1 ou le 2, je crois qu'on est en business. Et puis les autres scénarios, c'est qu'Anthony va nous présenter. C'est tout simplement qu'on met un peu plus d'argent. Donc, ça, c'est avec la slide, c'est celle que vous voyez, la présentation présentement, c'est avec des montants conservateurs, je crois. Vous allez être d'accord avec moi. Puis l'autre présentation, la prochaine page, vous allez voir, c'est avec des montants un peu plus agressifs, mais que bien du monde quand même sont capables. Tu sais, c'est les priorités. Hein. Des fois, il faut juste couper à quelque part puis l'investir ailleurs. Donc, je vais laisser Anthony la parole pour l'autre page.
Oui, exactement. Comme François mentionne, c'est une question de priorité aussi. J'en ai parlé tantôt avec la gestion du budget, donc les revenus et les dépenses. D'un côté, on augmente un peu nos revenus, que ce soit avec des augmentations de salaire ou en changeant d'emploi ou en vendant les objets qui traînent à la maison. Puis de l'autre côté, on diminue nos dépenses en faisant attention à ce qui est un peu inutile. Bien, on va créer d'un côté un écart à la hausse, puis on va ramener le budget aussi en économisant. Donc, le plus d'argent que ça fait pour vos investissements, puis ça va peut-être être possible pour vous d'aller justement dans ce deuxième scénario-là qui permet d'économiser, d'investir un petit peu plus. Donc, c'est un scénario qui est un peu plus agressif, comme François mentionnait, mais qui, au final, va générer encore plus d'argent de rendement. Donc, à gauche, on prend notre 6 encore d'intérêt, mais avec des montants plus élevés. Donc, on commence avec 1 200 à partir de 18 ans, donc 100 par mois qu'on met de côté. On fait ça pendant 5 ans. Après ça, on y va avec 2 400 par année, donc 200 par mois. Après ça, on y va avec 6 000, donc 500 par mois pendant quelques années jusqu'à 30 ans. Puis là, après ça, c'est là qu'il faut se mettre à investir un petit peu plus. Donc, on y va avec 12 000 après ça pendant plusieurs années. On y va avec 24 000 après ça, donc 2 000 par mois pour le reste des années jusqu'à 40 ans. Et ce rendement-là, cet argent-là investi, donc tantôt on avait 216 000, là on se retrouve à avoir investi 583 000. Donc c'est un petit peu plus, je pourrais dire beaucoup plus, mais à travers le temps, c'est des petits montants comme on mentionnait tantôt, mais le rendement généré fait en sorte que vous arrivez avec plus de 3 millions dans votre compte à la fin justement de ces 40 années-là. Puis si on va de l'autre côté, à droite, encore le même montant, 583 000, mais on a 8 de rendement, on se ramasse avec près de 6 millions. Donc, vous voyez l'écart que ça peut faire entre le 6 et le 8 de rendement, les intérêts composés de plus qui sont générés à travers le temps. Donc, entre gagner 106 à chaque mois et gagner 108 à chaque mois à travers 40 ans, donc accumulé, ça vous permet de générer beaucoup plus d'argent. C'est ça aussi l'importance de choisir des bons FNB. L'importance aussi d'économiser pour justement être en mesure de mettre cet argent-là de côté. On parle beaucoup d'économie, je vous l'accorde, là, pour mettre ces montants-là, surtout pour cette présentation-là. Il faut vraiment faire des choix, des fois un peu plus déchirants, difficiles. Mais il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, ils veulent se payer des voitures exotiques, ils veulent se payer plein de choses. Un peu que lorsque j'ai commencé à trancher à la bourse, je me promenais, pour les plus vieux qui nous écoutent, en Pontiac Sunfire puis en Suzuki Swift. Après ça, j'ai eu des véhicules un peu plus exotiques, mais il a fallu que je travaille fort puis que j'économise beaucoup. Et puis, c'est ça. Donc, au lieu de dépenser sur des fois des trucs superflus, au lieu de mettre cet argent-là, mais des fois, mettons, on parle des différents scénarios. Celui que vous voyez sur votre écran de gauche, encore là, on parle d'un rendement seulement 6 puis je dis seulement parce que c'est facile à avoir un 6 en moyenne par année. Puis on parle des économies de 100$ par mois, de 200$ par mois. On commence vraiment à mettre plus d'argent à partir de 31 ans. Donc, ça aussi, c'est un scénario plausible. Donc, puisque là, on va parler pour les jeunes, ils veulent des grosses cabanes, ils veulent des grosses voitures, mais c'est possible, mais un peu comme le grand Manitou de la bourse, Warren Buffett, il faut commencer à la base. Et puis, avec l'effet d'intérêt composé, avec une courbe exponentielle, ça monte rapidement. Donc, avec le troisième scénario, là, celui que vous voyez à votre écran de gauche, à 45 ans, vous êtes millionnaire. Celui-là aussi, je l'aime, puis je trouve que c'est des chiffres un peu plus agressifs, mais encore là, que si on fait des choix, on peut se le permettre. Je vous l'accorde, le tableau de droite est vraiment agressif, mais il faut faire des tableaux pour tout le monde. Il y en a qui ont moins d'argent, il y en a qui ont plus d'argent. Mais bref, Anthony en parle depuis tantôt, économie, 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 discipline, discipline, discipline. Deux mots qui vont ensemble. C'est sûr qu'il faut faire des choix difficiles, mais on s'entend là, de faire des choix difficiles de 18 à 30 ans, c'est pas un gros sacrifice, là, je veux dire.
Après ça, à partir de 40-45 ans, c'est vieux pour certains, mais c'est quand même jeune. À partir de 45 ans, c'est là que ça commence à être intéressant, l'argent qu'on voit dans notre compte. Donc, tout ça, ça résume là, à la discipline et puis d'en mettre le plus de côté d'argent de côté. Je te laisse continuer, Anthony. Ouais, c'est une bonne parenthèse pertinente. Puis, pour faire du pouce là-dessus, là, on pense à la voiture, par exemple, qui est souvent un gros paiement dans le compte, donc les transports, le déplacement. Et si on s'achète une voiture neuve, peu importe qu'elle soit achetée ou louée, c'est pas le débat, mais c'est le paiement en soi. D'avoir un paiement mensuel qui souvent va même dépasser les 500 par mois. Donc, si à la place, on a payé une voiture un peu moins dispendieuse, qu'on a peut-être acheté avec l'argent, avec notre argent qu'on avait dans notre compte, bien, on n'a pas de paiement de voiture. Donc, le 500 par mois qu'on économise à ne pas le dépenser sur la voiture, bien, ça peut servir justement à investir. Donc, le scénario suivant le scénario que je viens de vous présenter, où est-ce qu'on met 6 000 de côté, après ça, 12 000 qui est 1 000 par mois. Mais sur 1 000 par mois, vous pouvez avoir un 500 qui vient juste de la voiture que vous avez sauvée en n'ayant pas un gros paiement mensuel. Puis là, 500 je suis pas mal certain qu'il y en a parmi vous qui ont des paiements encore plus élevés que ça, mensuels, des voitures qui sont plus dispendieuses ou encore des pick-up qui coûtent assez cher aussi. Donc, c'est des devoirs à faire, des réflexions à avoir. Maintenant, on a montré des scénarios où est-ce qu'on peut devenir millionnaire en investissant en bourse en moins de 40 ans, en 40 ans et moins, dépendamment des scénarios. Mais là, on vous montre qu'est-ce qui se passe si pour vous qui êtes un peu plus vieux, les parents ici, donc si vous commencez à investir à 40 ans puis que vous voulez justement atteindre ce million-là, c'est possible en 18 ans, donc pratiquement le même temps. Donc, comme vos enfants qui commencent à l'âge de 18 ans et qui investissent pendant 40 ans, à 57, 58 ans, ils ont 1 million, 2 millions, 3 millions selon les scénarios qu'on a vus juste avant. Mais pour vous d'atteindre le 1 million en 18 ans, ça prendrait 558 000 investis. Donc, on peut voir que dans le premier scénario, pour atteindre le 1 million, on avait besoin de 216 000. Tandis que là, on a besoin de 558 000. C'est plus que 2 fois le montant à investir pour avoir justement notre million. Donc, ça démontre le fait que plus on commence tard, plus il faut mettre d'argent de côté, il faut en investir pour justement en accumuler. Donc, c'est ça la beauté des intérêts composés. Je reviens sur l'histoire de la boule de neige de tantôt, qui grossit de plus en plus à travers le temps. Donc, plus on commence jeune, plus on en met de côté, qu'on investit, plus la boule de neige a grossi rapidement. Ça, c'est l'effet du temps qui va faire justement ce rendement-là. Donc, on ne peut pas le générer rapidement. Ça prend du temps. C'est ça l'investissement à long terme, ça le dit. Donc, c'est pour ça que plus vous êtes jeune, on a beaucoup de jeunes ici, d'enfants, de familles qui sont là. Je pense que ça va être super pertinent pour vous à commencer à un jeune âge. Là, maintenant, tu voulais ajouter un mot avant ça, François? Oui, mais c'est ça. Quand j'ai fait, juste en revenir à l'autre slide, moi, quand j'ai fait ce tableau-là, moi, je voulais vraiment, vraiment comparer versus quelqu'un comme moi, mettons à mon âge. Là, j'ai 47 ans, là, mais j'ai mis, mettons, 40 ans, quelqu'un qui commence, parce que quelqu'un a fait un commentaire, il dit ouais, mais moi, mettons que je mets beaucoup, beaucoup d'argent, parce que là, j'ai les moyens. Tu sais, à 40 ans, des fois, le monde, ils disent on a les moyens. Tu vois, oui, même si tu mets le maximum, puis là, le chiffre 31 000, on ne l'a pas sorti. On ne l'a pas sorti d'une boîte à surprise. Là. Le 31 000, c'est le montant maximum qu'on peut mettre dans les REER. Donc, quelqu'un m'avait dit, moi, mettons, je mets le maximum, puis je vais commencer plus tard, parce que le monde aime ça, des fois, procrastiner. Et puis, j'ai dit non. Puis là, c'est ça, en faisant ce tableau-là, ça m'a frappé. Je savais la réponse, mais vous le voyez, là, vous investissez quasiment 600 000 $. C'est quasiment 2-3 fois plus que votre jeune à 18 ans. Puis lui, là, à 40 ans, il va l'avoir atteint votre million. Puis vous, ça va être de 40 à 57 ans pour avoir seulement, je dis, c'est beaucoup d'argent, là, mais seulement 1 million. Vous allez avoir mis 600 000 $ pour avoir eu 1 million. Votre kid, là, s'il commence à 18 ans, on parle de 100 $ par mois. Là. Son million, il va l'avoir beaucoup plus vite que vous, puis il va avoir investi seulement 200 quelques mille dollars. Donc, je vous le dis, là, il faut les partir jeunes. C'est super important. Puis ce webinaire-là, j'aimerais ça le refaire dans 20 ans,
voir où ce qu'on est. Et puis, si vous suivez ça à la lettre, si les pourcentages, par exemple, sont là, mais 6% par année, je pense que c'est réalisable. Puis c'est factuel, hein? C'est pas vendre du rêve, c'est pas des paroles en l'air. C'est un tableau Excel, c'est des chiffres, tout se calcule, c'est factuel, c'est avec des chiffres, et puis c'est possible de le faire. Il y en a qui l'ont fait, et puis c'est ça. Donc, dans la prochaine slide, je te laisse parler, Anthony. Donc maintenant, c'est bien beau de savoir l'argent qu'on va placer, le rendement qu'on va avoir, mais où est-ce qu'on fait ça? Donc, il y a différents comptes, le CELI, le compte d'épargne libre d'impôt, il y a aussi le REER. Donc, c'est des comptes différents qui, là, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'on ne connaît pas chacune de vos situations. Donc, c'est impossible de dire, bon, pour telle personne, c'est mieux le REER, telle personne, c'est mieux le CELI, mais c'est des comptes qui ont des beaux avantages, puis on se concentre principalement sur le CELI parce que tout l'argent que vous allez générer dans ce compte-là ne sera pas imposable. Donc, le 1 million, 2 millions, 3 millions ou plus que vous allez faire grâce aux intérêts composés, avec votre rendement total, bien, vous allez pouvoir le retirer, puis vous n'aurez aucun impôt à payer. Tandis qu'à l'inverse, donc le REER, dépendamment aussi, ça peut être avantageux selon certaines tranches de salaire, d'imposition. Il va faire en sorte que vous allez payer moins d'impôts sur le coût, mais vous allez payer l'impôt pardon, pas que vous avez payé moins d'impôts sur le coût, mais que votre revenu imposable va être moins élevé pour l'année actuelle. Mais par contre, vous allez payer l'impôt à la sortie, donc dans, disons, 40 ans, quand vous allez vouloir retirer vos investissements, c'est là que vous allez payer de l'impôt aussi. Donc, là, on ne va pas se pencher justement sur les deux situations, quelle qui est la mieux. Donc, il y a des avantages des deux côtés. Mais pour le CELI, il y a vraiment cette beauté-là du fait que vous n'allez pas payer d'impôt. Et également, tout montant que vous retirez d'un CELI peut être redéposé l'année suivante. Donc, si par exemple, vous accumulez un certain montant, vous avez un gros projet, par exemple un investissement immobilier, bien, vous pouvez retirer cet argent-là du CELI, puis le redéposer quelques années après cela. Donc, ce n'est pas un droit de cotisation qui est perdu. Puis en plus de ça, les droits de cotisation qui sont inutilisés sont cumulatifs. Qu'est-ce que je veux dire par droit de cotisation? C'est qu'il y a un montant que vous avez le droit de mettre à chaque année dans votre CELI. Donc, on mentionnait dans les exemples suivants qu'au début, on commence à mettre 100 $ de côté par mois. Donc, ça fait 1 200 $ au bout d'une année. Puis après ça, on augmente tranquillement à mettre plus d'argent. Bien, présentement, c'est 6 500 $ le droit de cotisation. Donc, si vous mettez seulement 1 200 $ dans votre compte cette année pour investir, bien, la différence entre les deux, le 5 000 $, vous pouvez le récupérer l'année prochaine ou les années suivantes, puis l'ajouter, puis l'investir. Donc, c'est ça la beauté aussi du CELI, c'est que ce n'est pas des droits qui sont perdus. Et le CELI peut aussi être conservé jusqu'à la fin de vos jours. Donc, il n'y a pas de moment à 55 ans où ça arrête, vous devez tout retirer. Vous pouvez continuer à investir dans votre CELI jusqu'à la fin de votre vie. C'est vraiment des beaux avantages du CELI. C'est pour ça qu'on les mentionne sur ce compte-là, mais les deux sont très intéressants. Vas-y, François. Oui, donc ça, c'était la partie pour les adultes. Et puis la partie pour les enfants, tantôt, je crois que c'est Mathis, il se demandait si j'ai 16 ans, je peux-tu commencer? Non, tu peux avoir seulement un CELI parce que CELI, c'est sur ton nom personnel. Donc, Mathis se demandait à 16 ans, est-ce que je peux commencer à investir? Là, c'est là que je vais mettre mon grain de sel, point de vue investissement. Tu ne peux pas vraiment acheter à moins que tes parents signent ou que tes parents rouvrent un compte parental, puis c'est eux autres qui font les placements pour toi. Mais sinon, le meilleur moyen pour les jeunes, tantôt je disais un enfant d'1 an peut commencer, c'est les parents, évidemment, il faut qu'ils le fassent pour vous. Mais si vous avez 14-15 ans, là, une façon d'investir, puis vous allez faire un rendement que vos parents et moi sommes jaloux. Quand vous investissez dans le REEE, ça, c'est pour votre fonds d'études. Et puis, il faut seulement faire des études de post-secondaire. Donc, si vous faites un DEP, si vous faites une technique en cégep, si vous allez un DEP en cégep, si vous allez à l'université, mais bref, il faut juste, pour en profiter, il faut juste aller à l'école après le secondaire. Mais mon point, c'est qu'en étant mineur, vous pouvez investir dans votre REEE et puis vous faites 20 $
vous faites 20 de rendement automatiquement. Donc, alors regardez vos parents, là, demandez-y s'ils aimeraient ça faire 20 sans risque par année. Moi, je lève la main tout de suite. N'importe qui peut faire 20 par année sans risque. C'est une belle façon de mettre de l'argent de côté. C'est qui vous donne le 20 C'est le gouvernement. Donc, si vous mettez 1 000 par année, eux autres, ils vont rajouter 200 automatiquement. Donc, vous faites un 20 de rendement. On peut, moi, quand j'ai commencé dans le temps pour mes enfants, c'était 2 000 $. Maintenant, on peut cotiser, je crois, jusqu'à 3 000 $. Et puis, présentement, un de mes enfants est en DEP, justement. J'ai investi dans le temps le maximum, c'était 2 000 $ par mois. 2 000 $ par année, excusez. Après 17 ans, je suis rendu à 34 000 $ de cotisation. Puis là, j'ai fait le premier retrait. Mon fonds est rendu à 50 ou 56 000 $. Donc, j'ai fait quasiment 20-25 000 de rendement à ne pas faire grand-chose. Donc, si vous êtes mineur et puis vous voulez investir, tu sais, dites papa, maman, j'aimerais ça investir en bourse. Avant d'investir en bourse, là, maximisez votre REER. Maximisez pas votre REER, votre REEE. Vous allez faire 20 automatiquement. Puis après ça, le REEE, cordonnier mal chaussé, je vous l'accorde. Moi, j'ai ouvert avec, dans le temps, c'était Universitas. Là, ils ont changé de nom. Et puis, c'est eux qui gèrent. Je ne fais pas de la promotion pour eux. Là. Il y a des avantages, il y a des désavantages, mais moi, c'était eux qui géraient mon fonds. Maintenant, on peut avoir un REEE autogéré. Je sais que Disney le font, toutes les autres banques. Si Disney le font, si Desjardins le font, toutes les autres banques le font. Donc, vous pouvez gérer vous-même votre REEE. Vous pouvez décider qu'est-ce que vous mettez dedans. Donc, oui, c'est ça, les subventions. Je vois un monsieur qui parle, la subvention est rendue à 30 %. Oui, il y a une partie, je pense que c'est 30 %. Donc, c'est encore mieux. Là. On parlait de moi, c'était du 20 % dans le temps, là, c'est rendu à 30 %. Donc, si vous voulez maximiser, là, commencez peut-être avec le REE, c'est parfait. Et puis, pour terminer pour cette slide-là, le CELI. Tantôt, on a fait un podcast là-dessus. C'est-tu mieux le REER ou le CELI? Il y a des avantages, il y a des pour, il y a des contre pour chacun. Mais le CELI, moi, qu'est-ce que j'aime? C'est que c'est 100 % net d'impôt. Donc, tantôt, quand on parlait votre CELI à 1 million ou 2 millions, là, c'est un 2 millions non imposable ou c'est un 1 million non imposable. Donc, ça commence à être vraiment, vraiment intéressant. Moi, quand on parle de non imposable, là, c'est parfait. Et puis l'autre, un autre petit twist, je vous invite à écouter le podcast, le dernier podcast, justement. On en parle avec Vincent et Patrick, mais je vais vous en faire juste une petite présentation. Je vais prendre une quinzaine de secondes. On a sorti une personne qui disait, c'est-tu mieux de mettre l'argent dans mon REER ou mon CELI? Pourquoi pas commencer dans votre CELI? Et puis avec votre retour d'impôt, on commence dans le REER. On commence dans le REER, vous placez un X milliers de dollars dans le REER, ça va vous donner un retour d'impôt. Puis avec le retour d'impôt, vous le mettez dans le CELI. Donc, vous cotisez aux deux places en même temps. Donc, c'est une tactique très payante au bout de la ligne. Donc, écoutez le dernier podcast, là, on en parle un peu plus. Donc, je laisse Anthony continuer. Mais bref, pour résumer, si vous êtes en mineur, allez-y all-in, comme on dit, dans le REEE. Avec une subvention de 20 à 30 %, ça commence à être un placement pas mal plus payant que papa et maman peuvent faire, puis moi aussi, surtout que c'est garanti. Donc, tu peux y aller, Anthony. Oui, super, super intéressant, les différents types de comptes possibles qu'on peut mettre notre argent puis investir. Et tout ça, c'est différent justement pour chaque personne. Fait que vous pouvez vous référer aussi à votre comptable puis votre fiscaliste, voir avec lui ce qui peut être le plus avantageux. Ça va dépendre aussi beaucoup de votre revenu au bout de l'année, de votre situation familiale aussi. Donc, c'est de regarder ça, puis il va pouvoir vous aider justement à vous laisser savoir si c'est mieux peut-être le REER ou le CELI pour vous. Mais comme mentionné, le bel avantage du CELI, c'est que les revenus ne sont pas imposables. Quelqu'un qui mentionnait une question sur le CELI, à savoir si le taux d'intérêt ou les rendements pouvaient être intéressants dans un CELI. Il faut bien comprendre que le CELI, c'est juste comme le REER, c'est juste le véhicule. Donc, c'est juste un portefeuille pour mettre votre argent. Donc, vous avez, par exemple, le portefeuille noir, le portefeuille brun, le portefeuille rose, le portefeuille bleu, dépendamment des différents types de comptes qui sont disponibles. Donc, selon ces
ces portefeuilles-là, vous mettez votre argent dedans, puis après, c'est vous qui choisissez ce que vous achetez dans votre portefeuille. Donc, là, tantôt, on vous a beaucoup parlé des FNB, des fonds négociés en bourse. Bien, c'est ça que vous achetez avec votre argent, avec votre portefeuille. C'est ça qui va vous donner le rendement. Donc, on parlait tantôt du rendement de 8-10 %. Donc, peu importe que vous ayez un REER, un CELI ou un compte comptant, bien, le rendement va être généré par ce que vous investissez. Donc, c'est bien important de comprendre ça. Puis, je vais juste vérifier, être sûr que pas d'autres questions à ce sujet-là. Parfait. Quelle plateforme choisir? C'est une question que j'ai vue qui revenait. Tout ça, ça dépend aussi de plein d'éléments, mais je pense que pour le commun des mortels, ce serait d'y aller avec la plateforme bancaire que vous utilisez déjà. Donc, François parlait tantôt de Disnat, qui est dans le fond avec Desjardins. Donc, si vos comptes de banque sont déjà avec Desjardins, vous pouvez tout simplement y aller avec un CELI ou un REER chez Desjardins, chez Disnat. Ça va être encore plus simple aussi pour les virements parce qu'ils risquent d'être instantanés ou plus courts. Donc, vous allez pouvoir transférer automatiquement votre paye. Vous prenez un certain montant de votre paye, puis vous le mettez dans votre compte chez Disnat, dans votre CELI, pour investir sur le long terme, comme on vous a présenté dans les tableaux précédents. Chacun a des avantages, donc justement, Desjardins, Banque nationale, Wealthsimple ont des frais de transaction à 0 $. Ça, c'est un élément à prendre en considération parce qu'à chaque fois que vous allez faire une transaction, et si ça vous coûte des frais, c'est de l'argent que vous perdez d'une certaine façon dans vos investissements. Donc, avec Desjardins, Banque nationale et Wealthsimple, les frais de transaction sont à 0 $. Donc, prenez le temps de regarder ça aussi quand vous ouvrez votre compte, votre CELI, votre REER, pour investir les différents détails par rapport aux frais de transaction. Les avantages maintenant d'une saine gestion financière. Donc, tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui par rapport au fait de gérer votre argent, votre budget, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Bien, on vous le montre juste ici. Je vais te laisser compléter, François, si tu avais une idée par rapport aux plateformes. Oui, c'est ça. Désolé de te couper dans cette présentation-là. Juste pour l'autre présentation précédente, là, parce que ça me revient en tête, tantôt, je vous parlais de comme Anthony fait, faire transférer de l'argent directement de votre compte dans votre compte courtier à escompte. Et puis la deuxième étape, c'était d'investir automatiquement votre argent. C'était nous autres qu'il fallait le faire. Sous toute réserve, à vérifier, mais je crois que Wealthsimple le fait. Peut prendre votre argent, mettons, puis vous dites dans quoi vous voulez l'investir. Le premier du mois, par exemple, je veux acheter, on va dire, 10 actions de Apple. Je crois qu'il peut le faire. Donc, sous toute réserve, là, ceux qui sont comme moi, peut-être un peu plus paresseux. Ah, OK, il y a plusieurs personnes qui le confirment. Donc, quelqu'un qui est ultra paresseux et qui ne veut pas prendre 5 minutes par mois pour le faire, puis je dis paresseux, c'est pas péjoratif, là, je veux dire quelqu'un qui veut se simplifier la vie, peut-être vérifier avec Wealthsimple. Donc, le dépôt se fait automatiquement, plus il investit pour vous automatiquement dans qu'est-ce que vous voulez. Donc là, ceux qui veulent tout automatiser, vous avez la solution efficace. Là. Donc, je te laisse continuer, Anthony. Exact. On veut simplifier la vie pour, au final, ça ne devienne pas une corvée parce que, comme on a mentionné plusieurs fois depuis tantôt, le mot d'ordre à retenir, c'est la discipline. Donc, la discipline d'envoyer son argent dans son compte d'investissement, puis la discipline de faire ses achats récurrents. Donc, par exemple, à chaque mois. Donc, si vous pouvez simplifier le processus, puis automatiser ça, ou en tout cas, je sais que, comme François mentionnait avec Wealthsimple, le robot va te faire des recommandations, mais ça va t'aider aussi dans tes investissements, puis à le faire. Donc, les avantages d'une saine gestion financière. Donc, être prêt à faire face aux imprévus. Donc, toutes les situations peuvent arriver dans la vie. Donc, peu importe qu'on ait 18 ans, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 50 ans, un frigidaire qui brise, une voiture qui brise ou n'importe quelle situation qui pourrait nous causer du tort, ça peut arriver n'importe quand. Donc, il faut être prêt à faire face aux imprévus. Donc, si on a des dettes qui sont bien gérées, un budget qui est contrôlé, on a de l'argent de côté aussi pour faire face justement à ces imprévus-là, bien, ça va nous permettre de mieux nous en sortir puis de réduire notre stress, qui est le deuxième point. Donc, quand on gère bien notre argent, on dort sur nos deux oreilles, on en investit sur le long terme, donc on sait qu'on va avoir de l'argent pour notre liberté financière ou pour notre retraite. Donc, on est moins stressé, plus heureux aussi. Ça va nous aider à
passer du bon temps plus tard. Troisième point, capacité de réaliser des projets. Donc, que ce soit de partir une entreprise, que ce soit de partir en voyage, que ce soit de réaliser des projets familiales, plein de possibilités qui s'offrent à nous quand on arrive justement à bien gérer notre argent et notre budget. Puis, dernier point, la liberté de gérer son temps. Donc, il y en a qui le mentionnaient au début, d'avoir justement cet objectif-là de réduire leurs heures de travail ou de travailler seulement, par exemple, 3 jours par semaine ou encore d'être libre financièrement. Donc, pas obligé de travailler si ça ne leur tente pas. Bien, c'est une belle façon justement de, quand on a une saine gestion financière, d'avoir la liberté de notre temps. Les recommandations de livres maintenant, donc si vous en voulez plus après cette présentation-là, évidemment, il y a plein de ressources. Il y en a aussi sur notre site web, dans nos liens utiles, sur la bourse. Mais il y a des livres ici qui sont pertinents à lire. Donc, en as-tu vraiment besoin? Père riche, Père pauvre, Liberté 45, puis L'investisseur intelligent, c'est 4 livres que je recommande fortement, que j'ai lus aussi. Puis je pense que peut-être plusieurs de vous ont lu également, mais qui sont à lire pour les jeunes ou pour ceux qui débutent dans le monde de la gestion de leur budget, de leurs finances et des investissements en bourse. Donc, commencez avec ces 4 livres-là, des super bonnes ressources. Pour les jeunes, là, parce que là, on présente seulement 4 livres, mais je l'ai fait lire en partie à mes enfants. C'est dur de les faire lire, des fois, nos jeunes. Mais le livre, En as-tu vraiment besoin? Là, c'est la base de tout. M. McSween donne des trucs, là, comment économiser, donne des trucs simples, puis je pense que ça va chercher tout le monde. C'est bon pour les adultes, mais pour les ados, là, ça se lit bien. Ça devrait être une obligation de lire dans les écoles secondaires. Sinon, Liberté 45 aussi, c'est très bien. Père riche, Père pauvre aussi. Mais sinon, l'investisseur intelligent, c'est la Bible de l'investissement, surtout pour les adultes. Peut-être vérifier la copie numérique au lieu du livre original, parce que je crois que la version papier coûte quand même au-dessus de 100 $. C'est une Bible. Ça fait au-dessus de 100 ans, ça a été écrit, c'est encore actuel. Donc, pour les adultes, c'est tous des bons livres, mais pour les adultes, façon d'investir, investisseur intelligent, c'est très bien. Oui, exactement. Puis c'est ça. Puis en as-tu vraiment besoin? Bien, ça revient à se poser la question justement pour nous aider dans notre budget et dans nos dépenses. C'est en as-tu vraiment besoin, mais de plein d'éléments. Donc, en as-tu vraiment besoin d'une voiture, de voyage ou de plein d'aller prendre un café, n'importe quoi? Bien, on peut se poser cette question-là nous-mêmes aussi. Quand on est dans la vie, on revient à notre exemple du café Starbucks à 10 $. En as-tu vraiment besoin? Donc, est-ce que ça pourrait faire l'affaire que tu prennes un café régulier à 2 $ au McDonald's ou chez toi à la maison, au lieu de prendre le café Starbucks à chaque jour? Donc, 4 livres pertinents ici. Puis là, maintenant, on vous montre un plan d'action. On fait un petit peu un retour sur ce qu'on a présenté, les éléments importants. Puis si vous appliquez ce plan d'action-là, ça va vous aider grandement justement à mieux gérer vos finances et surtout vos investissements pour atteindre le million de dollars comme on vous a mentionné au départ. Donc, tout d'abord, numéro 1, déterminer nos priorités, nos objectifs. Donc, objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Puis, quelles sont les actions qu'on va mettre en place pour atteindre ces objectifs-là? Numéro 2, analyser nos relevés bancaires des 3 derniers mois. Donc là, on identifie c'est quoi nos entrées d'argent, nos sorties d'argent. Donc, surtout, voir les dépenses non essentielles. Où est-ce qu'on pourrait peut-être couper quelques dépenses qui ne sont pas nécessaires, qui nous permettraient justement de se payer en premier, mettre de l'argent de côté pour l'investir. Numéro 3, rembourser nos dettes. Donc, je vais laisser François en parler parce que c'est un point qu'on avait discuté ensemble. Mais la bonne dette versus la mauvaise dette, qu'est-ce que ça représente justement? Oui, c'est ça. C'est bon pour les enfants, mais c'est surtout les parents, je pense que ça va affecter les parents, ils peuvent comprendre. Rembourser les dettes, des fois, surtout, on parle surtout de l'hypothèque. L'hypothèque, des fois, peut-être pas présentement ceux qui ont signé à 5 et 6 mais ceux qui ont signé à 1 dans le temps, ou entre 1 et 2 même 3 des fois, c'est mieux, parce que des fois, on dit c'est quoi une bonne dette, une mauvaise dette. Si votre dette vous permet de l'argent pour rembourser cette dette-là, si avec cet argent-là, vous pouvez faire plus d'argent que rembourser une dette, c'est une dette payante. Pour faire une analogie, là, quand j'étais, pas une analogie, mais un exemple, ma grand-mère, quand j'étais jeune, elle me disait
Mes parents m'avaient dit aussi, tu vas être riche quand tu n'as plus de dette. Ils ont raison. Quand on n'a plus de dette, on est riche, façon de parler, parce que tout l'argent qui rentre, c'est pour notre bonheur. Mais si, exemple, vous avez encore une hypothèque, puis c'est arrivé là, du monde, si vous avez encore une hypothèque aux alentours de 2 puis il vous reste on va dire 2 ans ou 3 ans, présentement, vous pouvez avoir un CPG quasiment, là, je parle juste d'un CPG, là. Vous pouvez avoir un CPG aux alentours de 5. Donc, si, exemple, vous avez encore une balance d'hypothèque, on va dire, de 100 000 mais au lieu de rembourser une dette de 3 ou de 2 essayez peut-être de prendre un CPG, exemple, à 5. Vous allez faire un écart de 2 de profit, là. Je sais que c'est imposable, mais même s'il vous reste 1 c'est ça de plus dans vos poches, là. Donc, si vous êtes capable d'avoir un rendement supérieur à vos dettes, c'est une bonne dette. Donc, puis une mauvaise dette, je vais laisser peut-être Anthony continuer, là, mais les mauvaises dettes, on s'en doute, là, ceux qui ont des cartes de crédit, exemple, auto, là, des genres de Canadian Tire et compagnie à 28 mais si vous avez de l'argent à rembourser, une dette à rembourser, peut-être y aller en premier avec ces dettes-là. Oui, exactement, c'est ça. C'est de penser un peu à est-ce que ma dette va coûter plus cher ou de l'autre côté, je suis mieux de mettre de l'argent de côté parce que je vais avoir un meilleur rendement. Donc, la carte de crédit à 20 d'intérêt, mais ça diminue rapidement. En fait, ça augmente rapidement tes dettes, tandis que le rendement, justement, de 8-10 est inférieur à ça. Donc là, dans ce cas-ci, on est mieux de payer la carte de crédit, mais une hypothèque à 2 beaucoup plus bas que le rendement. Donc, on est mieux de mettre de l'argent de côté pour investir que justement de payer mettons qu'on aurait l'argent, de payer le 100 000 ou le 200 000 sur la maison. Numéro 4, après ça, établis un montant fixe pour l'épargne. Donc là, une fois que tu as fait ton plan d'action, que tu as justement déterminé tes dépenses puis tes entrées d'argent, tu es capable d'avoir une petite idée de combien d'argent tu pourrais mettre de côté à chaque mois. Donc là, on parlait au début de commencer avec 50 ou 100 dépendamment de la situation, puis de l'argent, dépendamment de l'entrée d'argent puis des sorties d'argent. Ça, c'est à voir justement. Donc, si vous commencez à 18 ans, 19 ans, peut-être commencer avec un 50 puis on augmente graduellement au fur et à mesure que notre situation s'améliore puis qu'on génère plus de revenus. Et justement, c'est le point numéro 5 que je suis en train de mentionner. Donc, d'investir en bourse, donc l'argent qu'on a mis de côté, on l'investit en bourse pour générer du rendement. Donc, dans des FNB, on fait nos devoirs, il y a des centaines de FNB. On a mentionné quelques-uns qu'on peut s'inspirer, mais évidemment, il y en a plein d'autres qui vont avoir des rendements similaires autour du 8 à 10 Donc, on utilise la stratégie de l'achat périodique, le DCA. On maximise le REE. Donc, pour ceux qui ont des enfants, c'est le compte que François parlait tantôt, qui a un rendement déjà de 20 du gouvernement à la base. Donc, on maximise ça si on a des enfants. Puis après ça, là, le CELI ou le REER selon la situation. Puis c'est de faire ça avec discipline à travers les mois, à travers les années, qui va faire en sorte qu'au bout de 10, 20, 30, 40 ans, vous allez accumuler de plus en plus d'intérêts, de plus en plus de rendement. Et votre boule de neige va grossir sans cesse pour justement vous amener à devenir millionnaire. Donc là, maintenant, on a encore plus de ressources pour vous aider. Donc, ça fait le tour, grosso modo, de la présentation. On va avoir la période de questions dans quelques instants, mais si tu en veux encore plus et que tu n'es pas encore membre, évidemment, du groupe Facebook des Trading, viens nous rejoindre. Après ça, François en a parlé un petit peu tantôt, mais on a le podcast. Donc, ça traite davantage du trading, mais il y a aussi certains aspects qui sont pertinents pour l'investissement à long terme, dont la gestion des émotions et la discipline, les points qui sont abordés à travers le podcast. Puis, on a aussi un webinaire qu'on a fait qui est une introduction au marché boursier et au trading. Donc, si l'investissement t'intéressait, puis que tu aimerais en savoir un peu plus aussi sur le trading, bien, sur notre chaîne YouTube, on a notre webinaire. Puis, dans la présentation que vous allez avoir accès dans le fichier, vous allez avoir tous les liens pour cliquer là-dessus. Donc, pas besoin de vous casser la tête. On va vous expliquer après ça comment l'avoir. Donc, maintenant, période de questions. Donc, merci tout le monde. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, je vous laisse poser vos questions. Aussi, Laurent, tu en as déjà quelques-unes en note pour que François puisse y répondre. Oui, j'en ai screenshot quelques-unes, donc on va aller de l'avant avec ça. C'est correct avec les questions, mais à la base, je suis un trader. Donc, puis ce n'est pas un webinaire sur le trading.
Donc, je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un conseiller financier, donc je vais répondre au meilleur de mes connaissances. C'est Donc, bon, je te poserai pas de colle. oui, OK. C'est vrai, Laurent, il filtre pas il filtre, là, mais il prend les questions. Belle question de Billy. Avec un plus petit budget, est-ce mieux de se concentrer sur un seul produit, par exemple VFV ou autre, ou c'est mieux d'acheter plusieurs produits diversifiés? Donc, grosso modo, un seul produit ou diversification quand on a un petit Ben, budget? pour la réponse parfaite, je suggère la diversification. Mais évidemment, des fois, on est limité dans les montants, mais on n'a pas parlé, mais là, je vais vous en parler. Il y a une façon de se diversifier. On peut acheter mettons, exemple, quelqu'un qui va acheter une action de Microsoft, puis il va acheter une action d'Apple, puis c'est quand même des actions au-dessus de 100 mettons, pour Apple. Une façon de se diversifier avec le compte, je ne sais pas si les autres courtiers le font, je crois que non, mais avec Interactive Broker, on peut acheter des fractions d'actions. Donc, exemple, si vous avez, on va dire, 2000 de budget, puis vous dites, ben moi, je veux acheter seulement 300 de Apple ou 300 d'Amazon ou 300 de Berkshire Hathaway qui vaut quand même beaucoup de sous, c'est possible de le faire. Donc, c'est une façon de se diversifier avec Interactive Broker, le fractionnement d'actions. Mais sinon, faire un all-in dans une action, j'aime pas ça. Donc, une façon de se diversifier, un peu, on en a parlé tantôt, c'est d'y aller avec un FNB, un ETF en anglais. Donc, si, exemple, c'est la technologie qui vous intéresse, il y a des ETF sur la technologie. Si c'est le secteur de l'énergie qui vous intéresse, bien, il y a des ETF sur l'énergie. Donc, vous achetez un secteur complet. Donc, c'est une belle façon de se diversifier au lieu d'acheter seulement une action. Super, merci François. Pour faire du pouce sur les FNB, est-ce qu'on pourrait faire, question de Marty, est-ce qu'on pourrait faire du DCA sur des FNB quand même stables, non volatiles? Tu penses quoi de cette stratégie-là? Oui, le DCA, on peut l'appliquer à tout. Tu sais, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui parle de Bitcoin dans le chat. Le DCA s'applique à tout. Quand on croit à un produit, quand on croit à une action, quand on croit à une compagnie, au lieu d'investir tout de suite en début d'année dans cette compagnie-là ou dans un FNB, pourquoi pas ça? Pourquoi pas diviser en 12? Ça nous permet d'avoir une belle moyenne. Donc, oui, le DCA, on peut l'appliquer à tous les produits, que ce soit le Bitcoin, que ce soit les actions, que ce soit du FNB, ETF, il n'y a pas de problème. Excellent. Il y avait une question aussi par rapport commencer à trader, commencer à investir à l'âge de 16 ans, mais tu as déjà répondu. Question de Vincent Lauzon. Mais attends, juste un peu. Il parlait de 16 ans. Oui, à 16 ans, on peut commencer à investir dans le REE, mais mettons que c'est le trading qui t'intéresse. Il n'y a pas d'âge pour. Je veux dire, il n'y a pas d'âge pour ouvrir un compte. Oui, ça prend un âge pour ouvrir un compte, mais avec Interactive Broker, je crois qu'on peut ouvrir. Si tu vas sur le site Web, on peut ouvrir un compte paper account, un compte simulation, puis on n'a pas besoin d'ouvrir un compte avec de la vraie argent dedans. Donc, je crois, sous toute réserve, là, mais un jeune de 16 ans qui veut se pratiquer, il peut aller sur le site d'Interactive Broker ou tout simplement avec TradingView. TradingView, ils ont un compte simulation, puis c'est gratuit. Donc, tu peux te pratiquer à faire de l'investissement à long terme, du day trading, du swing trading. Et puis, c'est de la simulation. Tant que ça reste de la simulation, ça ne coûte pas cher, donc tu peux t'amuser. Oui, exact. La simulation, c'est toujours une belle façon de se pratiquer. Tu sais, même quand on a 18 ans, quand on est majeur, si on commence en trading, il faut en faire de toute façon de la simulation. Donc, si vous êtes mineur, vous faites de la simulation pour commencer, vous allez avoir un coup d'avance sur les autres une fois que vous allez être majeur. Moi, j'ai une question pour toi, Laurent. Tu me Oui. poses des questions. Moi, j'ai une question pour toi. Vincent se demande, il y a des belles plantes. C'est quoi ton truc pour avoir des belles plantes vertes de même en arrière? Mon truc, écoute, je vais refaire le lien avec la discipline, c'est de les arroser aux 2 jours, Wow! puis leur donner du soleil. Vous voyez, Laurent, c'est la discipline des belles plantes. Moi, je La suis la discipline des plantes. discipline du trading. Puis Anthony, c'est la discipline de la shape. C'est un bodybuilder. Tantôt, on parlait de nourriture puis de faire attention. Si vous connaissiez le régime d'Anthony, c'est fou comment il est discipliné là-dessus puis qu'il économise beaucoup. On continue avec les questions un peu plus sérieuses. Ouais, une petite dernière pour conclure là-dessus. Oui. Question de Vincent.
Dans un CELI rendu à 57 ans, tu dois retirer par tranche annuelle si tu ne veux pas avoir d'impôts à payer. Est-ce qu'il y a un plafond en tant que tel? Ça, je ne peux pas, je ne suis Avec pas le encore CELI. rendu là. Oui, non, je ne peux pas peut-être se référer à son comptable, là, ou Ah, peut-être aller peut-être directement dans le groupe Facebook là, des trading, poser la question. Avec 17 000 membres, tu vas avoir une réponse assez rapidement, là. Je ne veux juste pas me mettre, je ne veux pas te donner de la fausse information. parfait. Sinon, on a un podcast aussi où il y a Vincent Busque, Oui, fiscaliste. Excellente ressource. Vous pouvez toujours utiliser le groupe Facebook, comme François mentionne. C'est une bonne ressource pour avoir des réponses à vos questions. ici, on est trois spécialistes dans différents domaines, mais sur le groupe Facebook à 17 000 membres, il y a au moins 1000 personnes de différents domaines, là. Donc, puis sinon, on a un fiscaliste avec nous, là, quand même assez sur la coche, comme on dit, Vincent Busque. Là. Fait que simplement poser la question dans le groupe, là, puis il va sûrement vous répondre au courant de la journée. Excellent. Donc, c'est pas mal ce qui conclut les questions. À moins que vous en ayez d'autres, je peux vous passer la parole. Peut-être un mot de la fin de votre part. Parfait. Donc, peut-être, Anthony, conclure, puis je vais y aller après toi. Ouais, je vais faire un petit mot puis je vais te laisser conclure après ça, mais j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, voir les commentaires, ça semble très positif. Comme nous autres, on est très contents d'avoir pu vous aider. Puis justement, si vous avez des questions plus par rapport à c'est mieux le REER, le CELI ou par rapport à votre situation, vos revenus, bien, comme je mentionnais tantôt, beaucoup mieux de vous référer à votre comptable fiscaliste parce que lui, il va avoir tous les détails de votre situation puis de vos chiffres, et qu'il va pouvoir encore mieux vous répondre. Et là, avec la présentation d'aujourd'hui, vous avez le plan d'action à mettre en place pour justement mieux gérer vos finances, puis vos investissements, puis faire en sorte que vous deveniez millionnaire grâce à l'investissement en bourse. Il suffit d'avoir la discipline, le mot d'ordre qu'on mentionnait tantôt, puis de la patience. Je vous remercie tout le monde, puis je te retourne la parole, François. Oui, depuis tantôt, je souris. Il y en a un ça trahit son âge, Pierre-Luc Boutin, qui dit comment qu'on fait pour avoir accès aux acétates de la présentation. Acétate, pour les plus jeunes, allez googler ça. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas c'est quoi un acétate. Mais oui, les acétates vont être disponibles ce soir, le temps que, le temps que la vidéo soit traitée par Zoom. On va le mettre sur notre chaîne YouTube et puis ça va venir avec un super guide aussi. Donc, Pierre-Alexandre Boutin, tu m'écriras en privé, t'as quel âge? Je trouve ça comique, des acétates. Tu as sorti ça de je ne sais pas où. Ça me rappelle des souvenirs quand j'avais 10 ans au primaire. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. Je sais qu'on était quand même beaucoup sur la ligne. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pu entendre le son. Il y en a beaucoup qui ont écouté ça en famille. Donc, je crois qu'on a piqué à quand même 400 participants, mais si on fait x2, il y en a beaucoup qui étaient en famille de x2, x3. Fait qu'il y a environ entre 600 et 800 personnes qui nous écoutaient. Donc, beaucoup moins stressant pour nous. On en parlait tantôt d'être devant une caméra qu'être dans une salle de 5, 6, 700 personnes. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Beaucoup d'informations en peu de temps. Donc, réécoutez ça, enregistrez la vidéo, réécoutez-la avec vos enfants. Prenez le temps de leur expliquer la valeur de l'argent. Au Québec, l'argent, c'est tabou. On essaye de changer cette façon de penser. Et puis, les plus jeunes, oui, on peut investir à la bourse. Ça, c'est mon côté trading. Faites de la simulation avec TradingView. Faites de la simulation. Et moi, j'ai simulé de 16 ans à 18 ans. Après ça, j'ai commencé sur le parquet de la bourse. Donc, j'ai simulé pendant 2 ans. Et puis après ça, pour les adultes, investissez dans vos REER, dans vos CELI, maximisez les REE de vos enfants. C'est le meilleur investissement. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez ça, parlez-en à vos amis. Dites-leur de venir rejoindre la communauté. Il n'y a pas de gêne à poser des questions. Tout est gratuit. Le podcast, abonnez-vous à la chaîne YouTube. À chaque fois qu'il va y avoir des nouveaux vidéos, ça va être téléchargé sur ces médias-là. Et puis, vous allez avoir des notifications. Donc, passez une belle soirée et puis on se reparle demain
en direct pour les membres du Club des Initiés. Sinon, on échange les autres dans le groupe Facebook des Trading. Donc, merci à tous d'avoir été là. Passez une belle soirée.